Alors, je vous préviens, parce que ça, il faut que je le fasse aussi, je vous préviens, donc je démarre un enregistrement de cette session. Donc, et cet enregistrement sera mis sur la chaîne YouTube du Club Power BI. Vous la retrouvez aussi, le lien vers la chaîne YouTube, c'est clubpowerbi.fr, et vous trouvez le raccourci vers la chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui, les external tools, et plus précisément 4 external tools. Alors non pas LM Toolkit comme vous avez sur la petite image ici, mais Power BI Site Tools. On a la chance d'avoir la personne qui l'a développé. Donc ça c'est vraiment, merci à toi Didier d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc vous aurez en plus dans les intervenants aujourd'hui quelqu'un qui a développé un outil externe. Alors plutôt, je disais plutôt pour les développeurs, effectivement, on va rentrer dans des utilisations assez avancées de Power BI. Voilà. Si c'est la première fois que vous n'avez jamais utilisé Power BI, ça va peut-être aller assez vite, mais vous retrouverez sur la chaîne YouTube beaucoup de contenus qui permettent de repartir de zéro. Le meet-up d'aujourd'hui, il est en ligne, et ça va être vraisemblablement le cas pour tous les meet-ups jusqu'à la fin d'année. En 2 mots, quelques mots sur justement l'actualité de l'association du Club Power BI. On s'est réorganisé pour vous donner un rythme un peu plus constant, voilà, et réparti sur l'année. On s'engage du coup à faire 2 meet-up par mois. Alors vous savez qu'il y a, quand on était en physique, il y avait les villes de Paris, Lyon, Strasbourg, Lille, Aix-Marseille, en plus de Nantes, qui se relayaient pour réaliser ces meet-up en physique. Donc aujourd'hui, on continue en ligne et sur un rythme de 2 meet-up par mois. Les inscriptions sont ouvertes par Guillaume, donc, qui est dans le Nord, pour le 22 octobre, sur une session du midi comme aujourd'hui, autour d'un retour d'expérience sur de la consommation électrique temps réel, sur du management de visuels lumineux, et on peut faire confiance à Guillaume pour nous préparer des super démos comme d'habitude, donc là avec une orientation objet connecté. Tristan et Jean-Pierre, c'est les 2 animateurs historiques, on va dire, du Club Power BI sur Paris. Ils seront avec vous le 9 novembre. Et là, c'est une session fin d'après-midi, et donc ce sera sur les idées reçues de Power BI, autour de Power BI. Alors, au sommaire de ces 2 heures, je vais vraiment introduire rapidement les principes qui font qu'aujourd'hui, on peut facilement utiliser ces outils externes. Voilà pourquoi depuis cet été, ils ont complètement explosé, on en voit partout, et il y en a ça prolifère de tous les côtés, et pourquoi c'est vraiment important aujourd'hui, quand on fait du développement Power BI, de prendre en main ces outils-là. Et puis ensuite, 4 séquences de 20-25 minutes à peu près, autour de Tabular Editor. Donc là, on verra plutôt des aspects d'automatisation, de modification de ce qu'on appelle le Tabular Object Model, DAX Studio pour tout ce qui va être performance, mais aussi des choses comme du monitoring et des exports de données que Mohamed va vous présenter juste après. Didier Terrien, donc, qui nous rejoint aujourd'hui, nous parlera de l'outil qu'il a lui-même développé, Power BI Site Tools. Et on finira avec Aurélie de Micropole, que vous avez déjà peut-être pu voir sur des meet-up nantais. Elle nous parlera de Power BI Helper, plutôt dans une optique de documentation de vos rapports Power BI. Donc programme chargé, on va essayer de bien tenir le découpage. L'intérêt étant après de vous laisser des petites séquences de questions-réponses entre chaque partie. Et pour les autres animateurs, tant que c'est moi qui tiens la main, je vous laisse surveiller le chat, vous me faites signe s'il y a des problèmes de son, de partage, ou des questions. Voilà, vous me faites un petit signe si besoin. Ok, ça marche. Alors, les external tools, outils externes, donc qu'est-ce qui a permis leur émergence? DAX Studio, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps, donc c'est pas tout à fait nouveau non plus. Ce qui est vraiment nouveau, en fait, c'est que Microsoft a fait des évolutions dans Power BI pour vraiment faciliter le développement de ces outils-là, et surtout faciliter pour les utilisateurs ensuite le fait de les utiliser conjointement à leur Power BI desktop. Alors, je vais vous faire un exemple très concret de ce que je suis en train de vous dire là. Je vais basculer sur Power BI Desktop. Je vais vous expliquer juste après comment ce menu, comment il s'est créé. Mais vous voyez que maintenant, j'ai par exemple ici un bouton qui s'appelle Analyze in Excel. Alors peut-être que certains, dont j'ai fait partie, allaient faire des bidouilles à base de numéros de port, de connexion à un moteur local SSAS. Donc tout ça, c'est beaucoup plus simple. J'ai un bouton à raccourci. Vous voyez que c'est Excel qui s'est ouvert. Et dans cet Excel, je vais retrouver un tableau croisé dynamique
Et dans ce tableau croisé dynamique, je vais retrouver ici tout mon modèle de données. Donc c'est bien ce qu'on appelle du Power Pivot, un modèle Power Pivot ici. Donc un TCD à plusieurs tables, hein, et puis je vais retrouver mes indicateurs, mes KPI, tout ce qu'il faut. Ici, on peut même aller jusqu'à renseigner le tableau croisé dynamique. Et donc tout ça se calcule directement ici en fonction des données que j'ai dans mon Power BI. C'est ce qu'on pourrait appeler une live connection, hein, sur mon Power BI desktop. Donc voilà un exemple tout simple d'External Tools. Celui-là, il s'appelle Analyze in Excel. Et vous voyez que si vous avez des contrôles à faire, si vous êtes contrôleur de gestion par exemple, ou dans des directions financières, si vous aimez bien faire vraiment du contrôle de données, des chiffres à base de tableaux croisés dynamiques, ça va être un super outil pour vous. Vous tapez Analyze in Excel Power BI sur Google, vous trouvez ou je rajouterai le lien si vous voulez télécharger ce petit complément. Alors comment ça se fait que ces compléments soient présents moi, dans mon menu outils externes? Alors parce que je suis ici sur une version récente de Power BI Desktop qui est donc à minima celle de juillet, et à l'époque il fallait de mémoire cocher la case dans les préversions, mais aujourd'hui maintenant voilà, ce menu apparaît à partir du moment où vous avez au moins un outil externe d'installer. Quand vous faites vos installations d'outils externes, comme par exemple Tabular Editor dont je vais vous parler juste après, pensez bien à le faire dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord vous installez votre Power BI Desktop, version de septembre, et ensuite vous installez l'exécutable de Tabular Editor, et il va se débrouiller par lui-même. Alors attention, si vous avez pas trop de restrictions, si c'est votre poste professionnel qui n'a pas trop de restrictions pour que Tabular Editor puisse aller écrire des fichiers sur votre disque, vous allez récupérer ce menu, outils externes en français, et vous allez récupérer ces raccourcis. L'avantage de ces raccourcis, comme je vous l'ai montré là avec le Analyze in Excel, c'est qu'en fait, c'est vraiment le lien qui est fait entre le fichier Power BI que vous êtes en train d'utiliser et l'outil externe. Alors qu'avant, par exemple, avec DAX Studio ou Power BI Helper, il fallait aller se connecter, il fallait dire précisément voilà, qu'on était sur tel fichier Power BI. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Les icônes qui apparaissent là, pour la petite histoire, et si vous voulez pousser un petit peu, ou créer vous-même vos outils externes, il faut savoir qu'en fait, il y a un fichier JSON de paramétrage qui va s'écrire sur votre session, donc alors, de mémoire, hein, c'est dans Program Files x86. Vous avez des fichiers JSON qui ont la structure que vous voyez ici, qui vont reprendre les différentes informations sur l'External Tools, en particulier la petite icône qui est encodée en base 64. J'ai posté sur ce dépôt GitHub, là, vous trouverez la méthodologie pour créer vous-même votre fichier JSON, créer la petite image en base 64. Voilà, mais aujourd'hui, la plupart des outils externes font le travail quand vous les installez eux-mêmes de s'installer dans votre Power BI Desktop. Donc voilà comment on se retrouve aujourd'hui, début octobre, avec ce nouveau menu et comment on va le peupler, hein, comment vous allez faire votre marché parmi tous les outils externes qui existent aujourd'hui. Je vous ai présenté le Analyze in Excel, hein, déjà tout simplement, qui est super pratique. Alors, quelques notions pour savoir comment ça fonctionne, cette histoire-là, pourquoi on arrive aujourd'hui à avoir des outils aussi efficaces. C'est bien parce que derrière le Power BI, hein, si on ouvre le capot d'un fichier Power BI, si on le dézippe même, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, on va trouver un modèle d'objet tabulaire. Donc le tabulaire, hein, c'est peut-être que certains se souviennent des cubes multidimensionnels il y a quelques années. Aujourd'hui, on est dans le monde des cubes tabulaires. C'est une nouvelle génération d'organisation des données pour les cubes de Microsoft. Et en fait, tout le modèle de données que vous créez dans votre Power BI Desktop, il s'organise parce qu'on a derrière une bibliothèque de fonctions, donc vraiment de la programmation, hein, on verra un petit peu d'exemples d'ailleurs, des bibliothèques de fonctions qui permettent d'interagir avec ce modèle et qui font que tout ce modèle est organisé selon une arborescence que je vais vous présenter juste après. Donc, vous n'êtes pas obligé de retenir cette idée de Tabular Object Model pour utiliser les External Tools, mais pour bien comprendre tout le potentiel que vont avoir ces outils-là, mais il faut comprendre qu'il y a une organisation sous-jacente donc, autour d'un objet principal qui est le modèle. Dans ce modèle, et ça vous le savez bien si vous faites du Power BI au quotidien, vous avez une ou plusieurs tables. Ces tables ont des colonnes. Ces colonnes parfois servent de relation entre différentes tables. Donc tout ça, voilà, ce sont des objets de notre modèle tabulaire, organisés selon une arborescence, et après organisés en
en sous-ensembles qu'on peut appeler des collections, et ça, vous allez le voir concrètement quand je vais commencer à manipuler Tabular Editor. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on va s'appuyer. Il y a un deuxième point qui est un protocole de communication avec le service, cette fois-ci Power BI, ce qu'on appelle le XMLA. Je vais vous en parler juste après. Donc, je vous montre juste ici à quoi ressemble cette arborescence hiérarchique ici du TOM, du Tabular Object Model. Donc, vous retrouvez vraiment des notions qui vous sont familières, alors peut-être certaines un petit peu moins. La notion de rôle, rôle de sécurité, peut-être que vous le connaissez, j'en reparlerai un petit peu après. La notion de culture, eh ben, finalement, ça, peut-être que vous l'utilisez aussi, par exemple, quand vous définissez des séparateurs de champs à l'import, ou quand vous définissez la manière dont les dates vont s'afficher. Ici, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour insérer des traductions. Alors, c'est un petit peu, je vais presque dire même bancal pour l'instant, mais vous allez voir qu'on peut quand même tirer profit de ça. Les perspectives, là encore, je vais vous préciser un petit peu plus loin ce que ça signifie. Mais voilà, tout ça est organisé sous forme d'une arborescence d'objets, et c'est ça qui rend vraiment pratique derrière l'interaction des outils externes avec le modèle Power BI. Vous avez peut-être vu passer aussi cet été, dans les nouveautés qui sont sorties, une case à cocher dans les préversions qui s'appelait en anglais Store Dataset Using Enhanced Metadata Format, qui a pu vous causer peut-être pour certains des problèmes de corruption de fichiers. Bon. En tout cas, maintenant, c'est stable, ce n'est plus en preview. Et qu'est-ce que ça va faire, en fait, cette idée de métadonnées, hein, donc des données sur les données, ça va nous permettre justement aussi d'avoir cette facilité d'interaction avec le modèle Power BI. Alors, vous pourriez voir, moi je l'ai vu un petit peu, je crois, de mémoire début septembre sur quelques fichiers un peu anciens que j'ouvrais. Vous pouvez voir ce message-là qui est en rose, là, en bas de ma diapo, qui vous dit qu'il faut faire une mise à jour du modèle, et effectivement, c'est parce Power BI va réécrire toutes ces métadatas afin de monter le niveau de compatibilité. Donc n'hésitez pas à le faire aujourd'hui, hein, si vous avez ce upgrade report, là, vous pouvez cliquer sereinement dessus, et ça va même vous ouvrir des perspectives supplémentaires. Le XMLA endpoint. Endpoint, point de terminaison, c'est un peu flou ce concept-là, si vous ne baignez pas trop dans les concepts de réseau, mais en tout cas, sachez que c'est une manière, une ouverture, une porte d'entrée avec le service Power BI pour permettre de faire à la fois de la lecture et de l'écriture. Alors, ce protocole de communication, en fait, alors il existe aussi dans le monde des cubes plus traditionnels de type Analysis Service. Il va nous permettre ici d'aller pousser des modifications faites à nouveau sur le fichier, d'aller les pousser directement sur le service Power BI, donc sur la partie, cette fois-ci, diffusion, collaboration. Alors, je vais être un petit peu flou, alors plus par mes connaissances du sujet qui a quand même beaucoup bougé récemment, mais si je ne veux pas prendre de risque, je vais vous dire que les interactions qu'on fera sur ce mode-là seront uniquement avec la fameuse licence premium de Power BI. Alors peut-être que les autres intervenants pourront préciser un petit peu par la suite, mais voilà, à une époque, il fallait vraiment avoir cette licence Power BI et ce qu'on appelle des espaces de travail en capacité Power BI Premium pour utiliser ce point de terminaison. À voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous savez peut-être, si vous avez suivi les annonces récentes de Microsoft, qu'une licence Premium aussi va arriver au niveau utilisateur, c'est-à-dire que la licence Premium aujourd'hui, c'est une licence globale. Maintenant, vous allez pouvoir avoir votre licence personnelle Premium. Ça va être intéressant pour les petites entreprises qui n'étaient pas sur des volumes de 300, 400, 500 utilisateurs ou plus. Voilà, vous pourrez avoir des fonctionnalités Premium supplémentaires. Je vous invite surtout à vous référer à la documentation ici. Par exemple, la traduction que je vais vous proposer tout à l'heure, j'ai réussi à la faire qu'en Premium aujourd'hui, mais d'autres fonctionnalités semblent déjà disponibles hors Premium, mais à tester. Par défaut, on ne peut faire que de la lecture grâce à ce protocole, mais on peut modifier dans les options du workspace, on va pouvoir modifier ici pour aller faire de l'écriture, et ça nous permettra, par exemple, depuis Tabular Editor, d'aller pousser des modifications directement sur un Power BI qui est sur le service.
Et tout ça, ça fonctionne à nouveau avec des bibliothèques de fonctions. Je vous ai cité là, peut-être que Didier nous en reparlera un petit peu après s'il les a utilisés pour son développement. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est ce langage qui nous permet aujourd'hui de construire ces outils externes. Alors, je suis dans le timing pour je vais filer en même temps, je regarde pas de message ni côté chat. Donc j'enchaîne avec un premier outil et ici, plutôt que de faire vraiment d'être exhaustif sur l'outil, hein, je vais survoler ici quelques fonctionnalités qui me paraissent vraiment sympas au quotidien pour un développeur. Vous aurez une diapo avec toute une webographie, des liens et en particulier des vidéos complètes faites par le créateur de cet outil, où il explique vraiment, sur des vidéos qui font 1 heure, 1 heure et demie, il explique vraiment les fonctionnalités détaillées. Donc on va se faire un survol forcément en 20 minutes. L'objectif, c'est que je vous montre des choses qui peuvent changer votre vie. Allez, voilà, votre vie de développeur Power BI en tout cas. Alors on remercie du coup le concepteur de cet outil-là, Daniel Oettinger, j'espère que j'écorche pas son nom, donc qui a un GitHub sur lequel vous retrouvez les différentes évolutions de cet outil. Il le maintient vraiment, vraiment fortement, hein, donc il y a des mises à jour qui sortent fréquemment. Vous avez son Twitter si vous voulez lui faire un petit message pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Grâce à cet outil-là, je vais vous proposer plusieurs défis, alors de choses que vous ne pourrez pas faire dans Power BI Desktop. J'ai pris cet angle de présentation. Et puis même, je me suis souvenu, moi, en tant que early adopter, comme on dit, je suis tombé dans Power Pivot quasiment en 2013, 2012-2013, et on pouvait faire des choses finalement dans Power Pivot qu'on ne peut pas toujours faire aussi facilement dans Power BI. Donc j'ai essayé de refaire ces fonctionnalités-là, comme les fonctionnalités de KPI, les perspectives, des choses qui vont bien nous simplifier la vie aussi, comme des groupes de calcul, et puis des choses qui sont aujourd'hui un petit peu plus pour l'instant la prérogative de Cube de type Analysis Services, qui est ce qu'on appelle la sécurité au niveau objet. Alors, vous connaissez peut-être la RLS, hein, Row Level Security, la sécurité à la ligne. On limite les lignes qu'on affiche à un utilisateur. Object Level Security, c'est la sécurité sur, on pourrait dire les colonnes, donc c'est les objets au sens un peu plus large, hein, c'est-à-dire qu'ici on va par exemple interdire l'accès à une table, et non pas des lignes de table, à un utilisateur. Alors attention, c'est un petit peu encore là bien maîtrisé aussi dans la manière dont vous allez proposer ça à vos utilisateurs derrière, mais voilà ce qu'on va pouvoir réussir à faire dans un Power BI, alors qu'aujourd'hui on le fait plutôt nativement côté Cube Analysis Services. Idem pour les traductions. Alors les traductions, je vais vous raconter comment je les fais, et c'est un parcours du combattant, mais voilà, ça offre quelques perspectives à nouveau sur des choses qu'on ne faisait que côté CubeAS. Et pour finir, et vous avez peut-être vu passer, j'ai posté un tweet ce matin sur, vous avez un petit défi, vous avez 50 mesures qui ont été écrites mais avec une faute d'orthographe, comment faire pour toutes les renommer, sans passer mesure par mesure. Je vous montrerai comment on peut automatiser justement ce genre de choses. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour tout ce qui est vérification de best practice, mais vous avez des liens vers des blogs qui vont vous permettre d'aller creuser le sujet et vraiment de voir des choses hyper intéressantes avec cet outil. Alors, vous aurez peut-être besoin aussi à l'installation de cet outil d'activer des fonctionnalités nouvelles, presque en préversion, hein, c'est un peu le pendant des fonctionnalités préversion de Power BI Desktop. Là, c'est des fonctionnalités expérimentales. Comprenez bien que quand vous êtes dans un outil externe, Microsoft ne s'engage pas en termes de support. C'est-à-dire que si vous utilisez un outil externe et que vous avez une corruption de votre fichier PBX, vous ne pourrez pas aller frapper à la porte de votre SAV Microsoft en lui disant voilà, mon fichier ne marche plus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, donc et vous avez un petit pop-up qui va vous avertir de ça quand vous utiliserez ces fonctionnalités. Donc attention, faites-le en votre âme et conscience, mais je vous garantis que vous allez gagner tellement de temps grâce à ces outils-là que si un jour ou l'autre vous avez une corruption de fichier, vous aurez de toute façon déjà fait le gain de temps largement supérieur à celui que vous mettrez pour restaurer votre PBX. Faites quand même une petite copie de sauvegarde, c'est un conseil. Tant qu'on n'a pas d'archivage de type Git facile à faire pour du Power BI.
Alors, je vais passer à la démo et après la démo, voilà, dans ce fichier PowerPoint, vous aurez plusieurs diapos qui reprennent vraiment comment faire ces fonctionnalités, mais voilà, j'ai envie surtout de vous les montrer ici par la démo. Alors, on va attaquer avec ici donc, le lancement de mon Tabular Editor. Donc, tout simplement, j'ai installé l'exécutable Tabular Editor. On me prévient bien que ce que je vais faire ici peut être un peu risqué. Et je vais retrouver ici voilà, mon modèle, donc l'objet modèle ici, et si je vais vérifier dans les tables, je vais essayer d'afficher les deux en même temps. Voilà, vous voyez bien qu'on a exactement les tables présentes ici dans le rapport Power BI. Si j'ouvre ici une table, vous retrouvez les colonnes et vous retrouvez aussi les mesures. Les mesures sont plutôt ici, elles sont symbolisées avec le symbole sigma. Donc à ne pas confondre parce que dans Power BI, c'est plutôt le symbole qu'on utilise pour les champs numériques. Ici, vous avez le symbole pour les colonnes, et ici pour les mesures. Vous voyez que si j'affiche, si je clique dessus, la mesure s'affiche automatiquement ici dans l'éditeur d'expression. Je vais essayer d'aller sur une mesure peut-être un petit peu plus complexe. Voilà, vous avez ici ces mesures, et puis toute une série de propriétés qu'on va retrouver sur tous les objets du modèle et avec lesquels on va pouvoir jouer, surtout de manière automatisée. Et c'est ça que je vous montrerai tout à l'heure sur le fameux renommage de mesures. Alors, on va commencer par des choses qu'on aimait bien faire dans Power Pivot, si certains ont des souvenirs aussi de Power Pivot, la création de KPI. Alors, les KPI, je vous remontre peut-être tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, vous allez me dire que ça ressemble beaucoup en fait à des mises en forme conditionnelles. Mais effectivement, tout l'intérêt ici, c'est justement de ne pas s'être embêté avec les mises en forme conditionnelles, mais plutôt d'être allé créer voilà, ce petit truc-là ici, voilà, le petit symbole de feu tricolore. Ce feu tricolore ici, que vous n'arriverez pas à créer directement dans Power BI Desktop. J'insiste bien sur cette notion-là. Et ce feu tricolore, il va nous donner en fait ici pour une mesure différentes informations comme un objectif. Alors là, par exemple, pour mon chiffre d'affaires, on souhaite atteindre à minima le chiffre d'affaires de l'année précédente. Voilà, c'est comme ça qu'on a. Vous voyez qu'un c'est l'objectif, c'est peut-être une inversion d'ailleurs. Voilà, c'est le chiffre d'affaires de l'année d'après. Mais bon, voilà, enfin, dans l'idée. Voilà, on se donne un objectif. On va avoir une idée de l'atteinte ou pas de cet objectif. Et puis ici, une idée aussi de tendance qui pourrait être calculée sur un indicateur. Donc tout ça se fait au travers. J'espère, je vois que certains ont peut-être des problèmes de partage. Bon, on va essayer de vous déconnecter, reconnecter, éventuellement de rafraîchir votre session Teams. A priori, le partage fonctionne toujours bien. Oui, je confirme, ça fonctionne, le partage pas long. Alors, je déplie ici. Vous voyez qu'on retrouve ici mon KPI. Alors, comment je l'ai créé? Tout simplement, clic droit, créer un nouveau KPI. Voilà, donc fonctionnalité que vous n'avez pas dans Power BI Desktop, mais que vous retrouvez ici. Alors, je vais aller assez vite sur la manière dont il est programmé, mais sachez que voilà, vous allez devoir définir justement donc, toutes ces différentes versions associées à la mesure, que sont la notion de statut, la notion d'objectif, target, ici, c'est ce qui s'appelle goal après dans Power BI, ou la notion de tendance. Alors tout ça, vous allez pouvoir le faire au travers d'une formule DAX. La tendance, par exemple, le statut ici, est déterminé par le rapport à mon chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc vous avez un peu de DAX à écrire, et vous l'écrivez ici dans les différentes propriétés de ce KPI. Ensuite, vous allez choisir ici le statut graphique. Alors, je vous montre ici la liste de toutes les petites icônes que vous allez avoir à disposition. Et là, on est beaucoup plus large que ce qu'on a aujourd'hui dans la mise en forme conditionnelle. Je ne vais pas les vérifier, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on a beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là. Et ça vous évite, vous, d'avoir à renseigner. Je sais qu'on utilise parfois des techniques d'aller faire du SVG ou générer des icônes en SVG ou d'aller charger des petits fichiers images. Là, vous avez vraiment toute une banque d'icônes à disposition. Donc, vous allez choisir ces icônes-là. Alors là où je suis, par exemple, sur Standard Euro, je vais prendre... je prends Status Euro. Donc, vous voyez que j'ai modifié ici le type d'icône que j'utilise. Et bouton magique à connaître ici, le bouton Save, que j'utilise dans mon Tabular Editor, va automatiquement faire la mise à jour sur mon Power BI.
Alors, vous avez peut-être vu ici tourner la petite roue d'actualisation. Donc, mon modèle s'est actualisé. Alors, pas de chance pour moi parce que j'ai dû tester avant la démo. J'ai pris une icône qui n'a pas été reconnue. Mais bon, voilà, je voulais surtout vous montrer. Hop. Voilà, cette idée d'interaction toute simple. En fait, à partir du moment où mon Tabular Object Model est ouvert dans mon Tabular Editor, il me suffit d'enregistrer dans Tabular Editor pour voir les modifications se faire en temps réel, enfin, être répercutées directement sur mon Power BI Desktop. Et à partir de ça, donc voilà, on peut créer ces histoires de KPI, et retenez bien que ce ne sont pas des mises en forme conditionnelles, et c'est vraiment des outils que vous pourrez mettre à disposition après d'utilisateurs, puisqu'ils pourront sélectionner les éléments, et puis voilà, utiliser ça comme pour construire à nouveau de nouveaux visuels. Voilà, première démo, cette histoire de KPI. Les liens vers les blocs détaillés qui vous permettent de vraiment de tout refaire pas à pas, voilà, sont dans le support. Deuxième démonstration, les calculation groups, alors groupe de calcul. Ça va être hyper pratique quand vous allez avoir, par exemple, des calculs sur l'axe du temps, où vous allez finalement, pour peut-être aller 10 mesures de base, le chiffre d'affaires, la marge, les dépenses, etc. Tiens, bonne idée. Si certains utilisent Tabular Editor, faites-nous un petit signe là dans le chat, ça fera, voilà, pour voir un peu déjà le nombre d'utilisateurs de cet outil. Donc, Calculation Group, voilà, vous avez, mettons, 3 mesures de base qui sont chiffre d'affaires, dépenses et marge. Sur toutes ces mesures, vous allez à chaque fois vouloir calculer des mesures Time Intelligence, que sont le cumul à l'année, le year to date, ou l'évolution par rapport à l'année précédente avec un same period last year. Donc, ça veut dire que vous allez faire à minima 3 x 2, 6 mesures. Et ça va commencer à faire beaucoup, si vous imaginez avoir plus de mesures et encore plus de calculs sur l'axe du temps. Et bien pour ça, on va créer, en fait, pour automatiser ce genre de choses, on va créer un calculation group ici, qui va nous dire qu'en fonction de la mesure sélectionnée, et ben on lui appliquera en fait ici différentes stratégies de time intelligence que vous connaissez sans doute. Par exemple, un date year to date. Ici, un same period last year pour la suivante. Ah, bon, je n'ai pas dû modifier là. Voilà. Same period last year pour une autre mesure. Et donc tout ça, en fait, va vous permettre d'avoir des sortes de mesures génériques. Et comment ça va s'utiliser après quand vous allez être dans votre Power BI? Vous allez retrouver ici, vous voyez, le calculation group que j'ai appelé Time Intelligence. Et dans ma matrice ici, je vais l'utiliser sur ma mesure qui est le nombre de commandes, et je vais l'utiliser en tête de colonne. Donc je prends ici les noms que j'ai donnés à mes différents éléments du calculation group, et ces éléments vont se décliner en colonne. Alors vous voyez, comme j'avais fait 2 fois la même formule, j'ai bien 2 fois la même valeur, mais voici. Hop, si c'est bon, hop, on peut aller sauvegarder. Tac, et avoir, avec un peu de chance, la mise à jour. Bon. Pas forcément. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, je peux donc créer mes différents éléments. Hop, je vais vous demander juste de m'excuser 2 secondes, je reviens tout de suite. Hop. Voilà, je vous prie de m'excuser. Mais en tout cas, j'ai la confirmation que je pourrais rester avec vous jusqu'à 14h. Ouais, c'était l'info que j'attendais. Donc, les calculation group, vous avez cette idée de mesure générique, et enfin on va dire de sous-mesures que vous déclinez après, et donc vous pouvez les utiliser sur n'importe quelle mesure. C'est-à-dire qu'ici, si je change mon nombre de commandes par un chiffre d'affaires, alors on va prendre ce chiffre d'affaires-là, alors sur lequel on va peut-être prendre autre chose, on va prendre le délai. Tac. Bon, je suis désolé, j'aurais dû préparer un petit peu plus mes démos pour vous montrer les changements en direct. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir réutiliser automatiquement
ce calculation group avec différentes mesures pendant, sans avoir à dupliquer en fait vos éléments. Alors, je vois juste j'ai l'impression que certains ont peut-être des webcams ouvertes. Alors n'hésitez pas à bien couper vos caméras aussi, parce que c'est comme on va rebasculer après cette vidéo sur YouTube. Voilà, il n'y a pas de problème de droit d'image ou autre. Alors, calculation group, voilà. L'idée principale ici. J'essaie d'aller vite pour vous montrer un maximum de choses. Alors, la notion de perspective. La notion de perspective, elle est un peu plus limitée que ceux qui ont connu les perspectives côté Power Pivot. Côté Power Pivot, en fait, on avait la possibilité, dans une diffusion SharePoint 2013, donc vous voyez, ça remonte à quelques années, on avait la possibilité de limiter les tables ou les colonnes visibles par les utilisateurs qui allaient ensuite pouvoir rejouer avec le modèle. On n'a pas tout à fait cette possibilité-là dans Power BI, mais vous avez peut-être vu arriver récemment une fonctionnalité, voilà, quand je bascule ici sur le service, qui va permettre à un utilisateur de modifier, de personnaliser lui-même son visuel. Donc là où j'ai ici un petit visuel voilà, qui me donne le chiffre d'affaires par segment d'utilisateur, si je trouve que finalement le graphique en courbe n'est pas du tout approprié à ça, ce qui est le cas, hop, je peux le rebasculer voilà, en histogramme. Donc ça, c'est la possibilité pour des utilisateurs. Je suis bien d'accord qu'ici, ce n'est pas quelqu'un qui a les droits de modification sur le rapport, c'est vraiment un utilisateur final au sein d'une application, par exemple, qui va pouvoir faire cette manipulation-là. L'utilisateur ici, je vous ai montré qu'il peut modifier le type de graphique, mais il peut aussi modifier ici, s'il veut travailler sur autre chose que le segment, il peut modifier le champ et travailler sur la zone géographique. Donc vous voyez qu'on donne vraiment aujourd'hui la possibilité, ou pour les mesures ici, d'aller, pour un utilisateur, d'aller vraiment refaire lui-même, modifier son tableau de bord. Enfin, sa page de rapport, pardon. Le tableau de bord, c'est encore autre chose. Le risque ici, quand l'utilisateur se retrouve face au modèle, finalement à tous les objets du modèle, c'est-à-dire les tables, les colonnes et mesures, ce serait de le noyer devant un nombre d'éléments, voire des champs techniques si vous les avez pas forcément masqués. Donc plutôt ici que de masquer vraiment très précisément ce que vous voulez montrer, et si vous voulez travailler de toute façon avec différentes sélections de données, on va utiliser cette notion de perspective. Donc la perspective, à nouveau, voilà, se crée côté Tabular Editor. Et tout simplement, une perspective, qu'est-ce que c'est? C'est le choix de certaines tables qui vont être conservées dans la perspective. Je vais créer une nouvelle pour... je vais vous montrer ici la liste. Non, je ne peux pas vous le montrer par ici, mais voilà. Donc, on les retrouvera après, de toute façon, dans les propriétés ici des tables. Mais en définissant ici cette perspective sur certaines tables, je vais limiter ici la capacité à l'utilisateur d'aller, vous voyez ici, voir uniquement certaines tables que sont clients, produits et géographie. Alors, pour faire ça, il y a pas mal de manipulations à réaliser, parce que donc vous avez déjà à utiliser cette idée de visuel là, sur lequel on voit maintenant ce bouton de personnalisation. Et vous aurez à rajouter donc, dans les propriétés du visuel, alors si, je vais peut-être le retrouver directement par ici. Je vais le retrouver par ici. Donc vous allez pouvoir en fait définir quelle est la perspective utilisée, associée en fait ici à votre visuel pour donner cette perspective en fait après côté utilisateur. Et effectivement, je suis en train de jeter un coup d'œil au chat, on est bien sur de la préversion. Donc vérifiez bien si vous voulez utiliser cette fonctionnalité que vous l'avez coché ici dans la partie préversion. Et comme moi je suis en préversion de Power BI, elle est peut-être déjà passée maintenant en version
GA, comme on dit, donc disponible directement. Voilà. Donc, retenez cette idée de perspective au sens où vous allez pouvoir limiter, voilà, ça sera intéressant si vous utilisez cette idée de modifier les visuels et pouvoir donner des cadres précis après à vos utilisateurs pour modifier leur... Alors, il me reste 2 fonctionnalités à vous présenter. J'ai dit que j'allais vous parler de traduction. Alors, c'est peut-être celle qui est aujourd'hui la plus délicate à mettre en œuvre, et il faut bien comprendre que le périmètre de la traduction, ça va être vraiment les objets du modèle. Donc, si je veux traduire ici, vous avez vu par exemple mes segments de clients, ce ne sera pas la bonne méthode, puisque mes segments de clients sont des valeurs dans une colonne. Il y aura d'autres méthodes, on a pu en proposer dans certains meet-ups précédents. Ici, c'est bien les objets du modèle qu'on va traduire. Donc, ça nécessite finalement que vous ayez pensé aussi beaucoup la manière dont on va construire votre visuel. Par exemple, ici, le titre est automatique, est généré par les champs que j'utilise dans mon visuel. Donc là, ça, c'est des éléments de mon modèle. Si vous les traduisez, eh ben, votre titre va se retrouver effectivement avec les bons noms. Idem ici pour les noms de colonnes qui sont utilisés par exemple dans une dimension temps. Attention par contre, ici selon la méthode que vous avez utilisée pour générer le nom du mois, là encore vous pourriez pas forcément retomber sur la bonne traduction. Donc on est sur une méthode qui donne des outils supplémentaires, mais attention qui n'est pas encore complètement, à mon sens, satisfaisante. Pour vraiment avoir une traduction complète et vraiment fluide de l'intégralité du rapport. Donc aussi bien le modèle que le contenu. Alors les traductions, en fait, se stockent ici à nouveau dans Tabular Editor. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc c'est un fichier de type JSON dans lequel on va retrouver ici la description du modèle, ces fameux objets du modèle que sont par exemple ici un nom de table, ici un nom de colonne. Et on va utiliser la partie culture. Cette partie culture, en fait, nous donnant ici, va nous permettant de renseigner les traductions. Alors, je ne vous encourage vraiment pas à faire ce fichier manuellement. Vous avez à nouveau un outil externe qui s'appelle Tabular Translator, qui vous aidera par exemple à saisir vos traductions et à générer ce fichier. Une fois que ce fichier est généré, vous allez pouvoir le charger, l'importer ici dans Tabular Editor. Vous allez pouvoir avoir une idée, une vision de ce que ça donne en choisissant ici les traductions. Mais attention, c'est là que la solution commence à être pas tout à fait complète mais ou satisfaisante. C'est qu'en fait ici, vous n'allez traduire que l'affichage dans Tabular Editor. Nous, ce qu'on veut, c'est bien l'affichage côté service, hein, quand on va travailler ici en diffusion, quand on va être dans le service Power BI. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en fait, la langue qui va être utilisée, à partir du moment où vous avez chargé des traductions, la langue qui va être utilisée va être celle qui va être paramétrée dans Power BI. Alors, sur le peu de tests que j'ai pu faire, pour l'instant, j'ai réussi, je vais vous donner le cadre et à tester pour réussir à peut-être à trouver une manière encore plus fluide de le faire. Pour l'instant, j'ai réussi à le faire fonctionner en étant paramétré dans mon Power BI service sur la langue du navigateur et en ayant paramétré mon navigateur, vous voyez là il est en allemand, en ayant paramétré les propriétés de mon navigateur, les Einstellungen, comme on dit en allemand, les paramètres de mon navigateur sur la langue allemande par défaut. Et à partir de là, et parce que je suis dans un Workspace Premium, donc ce qui n'est pas le cas ici, c'est pour ça que je ne pourrais pas vous le montrer en live, parce que je suis dans un Workspace Premium, la traduction prend la main au moment où on fait l'affichage dans le service Power BI. Donc voilà, on commence à avoir des outils. Cet outil-là de traduction côté ce ne sera pas le seul possible. En tout cas, ça ne sera absolument pas complet, mais vous allez pouvoir utiliser avec ça des fonctionnalités, un premier niveau de traduction. Et je termine juste parce que je vois le temps qui passe et je ne veux pas empiéter sur les speakers du jour. Hop, je vous montre
une dernière démo et tout sera finalement détaillé après dans les diapos. Hein. Mais vous voyez qu'ici, mes rôles de sécurité, par exemple, sont nommés responsables. Moi, j'ai envie qu'ils s'appellent plutôt direction. Et ben, grâce après à ce qu'on appelle l'advanced scripting, vous allez pouvoir faire des choses de ce type-là. C'est-à-dire, hop, tac, et surtout avoir la bonne syntaxe. Voilà. Désolé pour les démos qui ont pas. Bah, si, je finis quand même sur une démo qui marche. Voilà, donc vous allez pouvoir renommer directement vos éléments grâce à des boucles et tout ça. On s'utilise avec des syntaxes qui sont celles du langage C#. Voilà, alors je suis allé très vite pour essayer de vous montrer un maximum de choses, vous donner des pistes. J'ouvre juste pour une ou deux questions, à moins que, peut-être que Mohamed, si tu as surveillé le chat, c'est ce qu'il y a eu des questions pendant cette première partie, avant que je te passe la main pour Power BI, pour DAX Studio. Ouais, il y a eu quelques questions, mais après, il y a eu les réponses aussi. Il y avait des gens qui répondaient également live. Et toi, d'ailleurs, tu as donné quelques réponses également. Ok, bah merci beaucoup à la communauté qui se, qui se répond, ça c'est super dans le chat. Je te passe la main, Mohamed, pour le deuxième élément. Yes, Et merci. je vais surveiller le chat de mon côté. Merci. Merci beaucoup, Paul. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Paul? Tu peux confirmer? Oui, c'est tout. Ok. Rebonjour à tous. Donc, je suis Mohamed Cheli, je suis de Next Decision. Je vais vous parler aujourd'hui de DAX Studio, cet outil, on va dire, magique qui pourrait vraiment être considéré comme un outil à utiliser au quotidien. Déjà, merci pour son créateur à la base, Monsieur Darren Gosbell. Vous avez un lien ici sur le GitHub pour aller voir, pour le télécharger, pour également voir les versions, les fonctionnalités, la documentation autour de cet outil. Ce que je peux dire rapidement sur DAX Studio, c'est que c'est pas forcément ou uniquement l'utiliser quand il y a des problèmes, quand on va avoir besoin de faire du tuning sur nos modèles Power BI, sur nos jeux de données, etc. Mais d'une manière générale, ça peut être utilisé sur toute la chaîne, en fait. C'est-à-dire quand on est en mode conception, quand on va définir, travailler en mode studio sur nos mesures qui sont un peu touchy à formuler, etc. Donc, je vous montrerai quelques fonctionnalités assez sympas qui améliorent justement l'expérience du développeur, l'expérience utilisateur pour le développeur, mais également pour avoir une idée hyper détaillée sur la taille du modèle, pour avoir une idée sur les métriques autour des tables, ça peut aller même jusqu'au niveau de colonne et la répartition vraiment très fine de l'espace que ça prend. Ça permet également de faire du tuning aussi. Hein, quand on a un problème, par exemple un rapport qui est long à s'afficher, on va finir forcément dans DAX Studio. Juste une petite remarque avant de commencer de vous parler des différentes fonctionnalités. Ce que je souhaite préciser, c'est que DAX Studio, c'est pas uniquement pour intervenir sur des jeux de données Power BI, mais c'est également pour intervenir sur des data models Power Pivot pour Excel et également aussi pour des modèles tabulaires AS, donc SSAS ou Azure AS. Donc, je vais commencer rapidement par présenter un peu l'outil, mais bien sûr, là, le contexte, c'est bien Power BI, donc Power BI Desktop. L'outil, comme l'a montré Paul, comme les autres outils externes, c'est à partir du ruban outils externes. Donc là, j'ai un fichier PBX avec un petit modèle et un rapport tout simple. Pour lancer DAX Studio, c'est dans le ruban, dans le menu outils externes, DAX Studio. Et là, il va se connecter automatiquement sur l'instance AS qui est embarquée dans le process Power BI lancé par Power BI Desktop. Et du coup, on arrive directement sur le data model sans forcément se connecter, s'authentifier, etc. Donc, quand on arrive, je vous expliquerai juste après rapidement les différentes fonctionnalités qu'on peut y accéder à ce niveau-là. Avant de commencer, il y a quelques petites options à configurer. Typiquement, quelque chose d'assez intéressant, c'est ce que vous voyez ici par défaut quand on exécute des requêtes DAX, parce qu'on va manipuler forcément des requêtes DAX. Donc, quand on les exécute, vous voyez le run ici, par défaut, ça va exécuter la requête directement. Vous voyez? Donc,
vous avez un autre run qui permet de vider le cache, puis exécuter la requête. Donc, effectivement, ça dépend du contexte parce que je ne vais pas vous dire à chaque fois vider le cache et exécuter. Dans la majorité des cas, c'est ce que vous allez faire, j'imagine, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, en fait, pour ne pas aller chercher dans les données déjà stockées dans le cache. Et du coup, ça peut fausser vachement les temps d'exécution de vos requêtes. En revanche, si vous faites du tuning, par exemple, sur un modèle Azure AS qui est en production, donc un modèle qui tourne en prod, donc faites attention quand vous supprimez le cache. Donc, je reviens justement sur mon option à ce niveau-là. Donc, le fait de cocher cette option, ça permettra automatiquement donc, de vider le cache. On aurait besoin de quelques features en preview. Donc, il va falloir cocher pour qu'on puisse s'en servir. Là, typiquement, le Query Builder que je vous montrerai juste par la suite. Avant de commencer à faire des petites jolies requêtes, je tiens à préciser qu'il y a une fonctionnalité qui est assez importante en dehors des requêtes, qui consiste à avoir la capacité d'exporter les données. C'est quelque chose qui manquait vachement à Power BI, surtout par rapport aux limites qu'on peut avoir sur les données exportées. Donc, vous avez l'export de données qui est maintenant possible sur deux formats, soit du CSV et encore mieux, sur des SQL databases. C'est-à-dire, je peux faire, pas de l'ETL, mais comme si c'était l'assistant que vous pouvez avoir dans SQL Server Management Studio, l'assistant d'export de données. Donc, on définit une base cible, un serveur, une database cible, et après l'authentification, etc. Et on choisit dans quelle table on va charger les données. Donc, euh, juste pour vous montrer l'export pour faire simple sur du CSV. Donc là, je vais choisir un fichier, par exemple, aller depuis le bureau pour faire simple. Hop. Et là, je vais accéder à toutes les tables de mon data model que je vais pouvoir justement par la suite exporter. Voilà, je ne vais pas faire l'opération parce qu'elle est toute simple. Je choisis les tables et après j'exporte. Je reviens à mon éditeur donc, de requêtes ici, DAX Studio. Donc je me positionne au niveau du ruban, au niveau de la feuille de la page Home, la page principale. Donc ici, je vais avoir un éditeur de requêtes. Ici, je vais avoir les métadonnées de mon data model. Et là, je vais avoir toute la partie output, toute la partie résultats ici, l'historique des requêtes exécutées, etc. J'aurai également d'autres onglets qui vont apparaître en fonction des opérations que je vais faire à ce niveau-là. Du coup, ici, pour faire simple, je vais commencer par taper une première requête. Pour interroger un modèle, on commence toujours par evaluate, si on cherche à récupérer un set de données, un tableau de données. Donc, evaluate, je vais faire simple, hein, je vais prendre toute ma table client, et là, vous aurez, avec l'accès aux métadonnées à ce niveau-là, la possibilité de faire glisser-déposer. Donc, je fais un run, bien sûr, pensez toujours à vider le cache si vous avez besoin de ne pas avoir des résultats biaisés. Donc j'exécute et là j'accède à toutes mes données. En fait, c'est ici on a l'équivalent d'un select étoile from la table, hein, si on veut raisonner SQL. Je peux faire des opérations type values par exemple. J'ai déjà préparé quelques petites requêtes pour gagner un petit peu de temps. Allez. Donc là, je vais prendre les distinct valeurs, par exemple, du champ country. Si j'écris n'importe comment ma requête, là, elle était super bien formatée. J'exécute. Hop, voilà. Donc là, j'ai les distinct valeurs. C'est l'équivalent d'un select distinct d'une colonne. Excusez-moi, je suis en remote. Là, j'ai juste mon fils qui est entré dans la chambre. Je vais juste le sortir et je reviens. Une seconde. Bon, désolé, je suis de retour.
Alors, du coup, si je récupère, par exemple, je fais un copier-coller d'une requête qui est mal écrite, etc., je pense, vous avez l'habitude d'utiliser DAX Formatter, qui est un outil en ligne accessible depuis le site SQL BI. Donc là, il est intégré ici, en fait, hein. Donc, vous pouvez la formater, votre requête, soit en choisissant l'option ligne longue. Donc là, il va privilégier de mettre le maximum de choses sur une ligne, sinon ligne courte. Et là, euh, vous allez plutôt privilégier le retour à la ligne. Donc, je prends ligne longue, voilà, ligne courte, hop, voilà. Chacun a ses préférences. Je ne vais pas dire laquelle est la meilleure option. Euh, voilà, du coup ici, toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir à ce niveau-là, donc to upper, to lower, vous pouvez commenter. Hop, je vais hop, commenter une partie, etc., etc. Autre option aussi assez sympa et qui est encore en preview que j'ai activé comme je vous l'ai montré ici, Show Query Builder Button. Donc, c'est le Query Builder que vous pouvez utiliser à ce niveau-là et qui va vous permettre de générer directement votre requête sans taper le DAX ou même aussi, vous pouvez l'utiliser pour avoir l'expression DAX que vous souhaitez obtenir. Donc là, si je prends par exemple, pareil, allez, je prends les countries. J'ai ici une mesure, le chiffre d'affaires sur Internet. Et je récupère la requête. On est ici sur l'équivalent d'un groupe by, hein, donc avec Summarize Columns, sur les countries de la table client et ma mesure, c'est Internet. Voilà, donc j'exécute et j'ai le résultat. Je peux aller encore plus loin, je peux filtrer par exemple sur une année. Je glisse ici, une année is, allez, je vais prendre, je crois, j'ai des années genre 2006, 2007, edit. Donc voilà, je l'ai à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, là où il faut faire attention, si vous souhaitez par exemple filtrer, ne pas filtrer sur l'année et prendre par exemple toutes les ventes supérieures allez, à 3 millions, par exemple. Donc là, il faut actualiser. Si je veux filtrer, allez, plutôt à 7 millions. Donc l'idée peut-être serait de faire c'est Internet glisser ici, et là faire supérieur ou égal à 3 ou à 7 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vire ça, éditeur. Vous voyez? Donc là, il va faire un filter à ce niveau-là, et ça va pas, du coup, ce sera pas bon. Donc ici, il faut plutôt faire enlever le filtre ici, et plutôt combiner avec une fonction filter à ce niveau-là. Voilà, filter, hop, la mesure. Formater. Voilà. Donc, il est assez intéressant voilà, dans le sens où ça accélère un petit peu la réalisation de vos requêtes. J'avance. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante aussi, c'est les DMV, les Dynamic Management Views. C'est des vues basées sur du SQL qui sont accessibles en langage SQL, hein, et qui retournent toutes les informations nécessaires, toutes les descriptions des objets, des métadonnées du modèle, des opérations de serveur, même également l'intégrité carrément du serveur. Et qui interroge donc le XML endpoint pour récupérer les résultats attendus. Donc là, à titre d'exemple, vous avez la vue DMV MDS Schema Measures qui va vous retourner par exemple toutes les mesures de votre application.
de votre application, pardon, de votre data model. Allez, je vais créer un nouveau pour partir from scratch. Les DMV sont accessibles ici, vous voyez. Donc là, il y avait l'explorateur de metadata. Là, bien sûr, toute la bibliothèque de fonctions DAX. Et là, on a les DMV. Donc, soit vous écrivez votre requête, sinon, ici, je vais juste faire une recherche pour gagner du temps ou pas. De double-clic et j'ai le select étoile from ma table. Et là, j'obtiens mon résultat. Bien sûr que je peux tout, je fais un CTRL A, copier, et je peux tout mettre dans Excel par la suite. Ça peut être assez sympa comme fonctionnalité, par exemple, pour faire de la documentation a posteriori, pour récupérer tous les objets du modèle. Ça peut être intéressant, justement, pour faire ce genre de choses. Pareil, je peux avoir récupéré, par exemple, uniquement les calculated columns. Je peux récupérer uniquement les tables, uniquement les colonnes, etc., etc. Donc là, vous avez plein de DMV exploitables très, très facilement avec juste du langage SQL. Ensuite, je vais maintenant passer à la partie, pour moi, la plus intéressante et la plus costaud de l'outil. Je disais au tout début que c'est vraiment un outil magique, et là, on va voir un peu la magie de l'outil. On va parler de deux fonctionnalités ici. Vous avez le serveur timing et vous avez également, donc là, je vais juste lancer une query vide. Voilà, le serveur timing et vous avez également les metrics. Donc, view metrics pour afficher les métriques du data model et le serveur timings. View metrics, c'est pour avoir la description, comme je disais, de tout ce qui est lié au stockage, principalement ce que prend comme espace votre data model en allant à un niveau de détail très fin. Et les serveurs timings, c'est pour analyser le temps passé pour exécuter une requête DAX. Donc ici, je vais commencer par la partie métrique, la partie metrics. Mais pour comprendre cette partie-là, il faut juste comprendre avant comment ça fonctionne le stockage d'un modèle de données in-memory dans Power BI. Quand je dis modèle in-memory, je pense bien sûr à Azure AS, à SAS, donc tous les modèles tabulaires qu'on retrouve chez Microsoft, donc y compris Power BI. Donc, comment ça fonctionne le stockage? C'est tout simplement un stockage, c'est un stockage en colonne. Contrairement aux bases de données relationnelles classiques, bases de données classiques, on est sur un stockage plutôt ligne. Les data models tabulaires chez Microsoft sont en colonne. C'est-à-dire que une ligne, comme vous voyez ici, là, vous la voyez à ce niveau-là dans ce petit tableau, elle n'est pas stockée entièrement. Donc, ce sont plutôt les colonnes qui sont stockées ensemble, en fait. D'accord? Donc, pour pouvoir stocker les colonnes ensemble, unitairement, on va dire, c'est un algorithme d'encodage qui est appliqué. Donc, c'est pour ça qu'on parle par la suite de compression en colonne aussi. Première étape de ce process de compression avant de stocker les données en colonne, on va définir un dictionnaire. Le dictionnaire sur cette colonne ici qui contient les couleurs du produit vendu, des produits vendus. Donc là, ici, je vais avoir une ligne de vente, d'accord? Donc une transaction de vente. Et là, j'ai la couleur du produit vendu. Donc typiquement, ici, j'ai du rouge, du vert, du bleu. Je vais attribuer des valeurs entières, donc de integer, à chacune des valeurs de chaîne, ici, de chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que c'est optimisé le stockage des entiers est optimisé par rapport au stockage de texte, tout simplement. Donc là, je vais attribuer 1, 2, 3 aux différentes valeurs. Ensuite, je vais calculer les occurrences. En fait. Déjà, je remplace la colonne avec les valeurs du dictionnaire qu'on vient de définir. Et après, je calcule les occurrences. Vous voyez ici, j'ai le 1, j'ai une occurrence de la valeur 1. Ici, j'ai une occurrence de 2, 1 de 2, et 3 occurrences de 1, et ainsi de suite. Vous voyez, si j'avais un tri qui est dans la logique en fait que je suis en train d'expliquer, j'aurais pu avoir moins de lignes en fait ici sur les données compressées. Donc ici à la fin, on va obtenir l'encodage des instances du dictionnaire et c'est ce qui va être, donc cette colonne, c'est ce qui va être stocké par la suite dans le data model. Maintenant, comment je vais interpréter quand je lance des requêtes, quand même, j'ai des résultats qui doivent s'afficher et donc il est capable de les lire à partir de ce format-là, mais pas directement. Donc là, quand je mets à jour
bah, quand je stocke les données dans un data model, bah, il va compresser, il va appliquer tout ce principe. Maintenant, quand je vais lire à partir de modèle, il va dérouler tout le chemin inverse en fait, de tout ce que j'ai expliqué pour répondre aux questions utilisateurs. Donc là, je schématise, bien évidemment, les choses sont optimisées, il y a des algorithmes qui sont assez performants, assez intelligents pour faire les choses proprement et rapidement. Donc ici, si je fais le lien avec la metric views qu'on peut avoir dans DAX Studio. Donc là, c'est ce que je vais montrer juste après. Ici, vous avez la size, la taille de la colonne, en fait. Vous avez la taille de la data. Ça, c'est la taille totale de la colonne. Ça, c'est la taille que prend en fait la data. C'est ce que prend le dictionnaire et c'est ce que prend tout ce qui est stockage lié à la hiérarchie. Je vous expliquerai juste après à quoi correspond cette partie-là, hiérarchie size. La partie data, vous voyez, elle est inférieure si je prends la colonne, elle est customer key, vous voyez. La partie data, j'ai 120 kilos, d'accord, kilo-octets, et là, j'ai 867. Donc, vous voyez, elle est inférieure. En gros, la colonne size, c'est tout ça. Donc, ici, c'est la partie compressée, vous voyez, c'est largement inférieur. Et après, le dictionary, en fait, c'est les données qui sont stockées comme ça et comme ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça que prend le dictionnaire. Après, la partie hierarchy size, en fait, les modèles tabulaires, on peut leur balancer des requêtes index. Donc, pas typiquement Excel, quand vous tapez avec Excel sur un modèle Power BI, ça envoie du MDX. Et après, grâce au Formula Engine, on va avoir une interprétation de cet MDX qui peut être transformé donc en DAX. Du coup, en tout cas, pour faire fonctionner, on va avoir la capacité à exécuter sur MDX. Il va stocker ou pré-stocker des informations, par exemple, liées à comment la colonne est triée. Par exemple, si vous triez une colonne par rapport à une autre colonne, et derrière, du coup, ça va créer, pour tout ce qui est requête index, qu'on enverrait sur le modèle, des données pré-stockées sous forme d'hierarchie, si vous voulez. D'accord? En gros, voilà, c'est la partie nécessaire pour le fonctionnement des requêtes MDX, en gros, cette partie hiérarchie uniquement sur la partie MDX. Mais dans tous les cas, la partie la plus importante, en fait, c'est à interpréter de ce tableau, c'est la cardinalité et ce que ça pèse, en fait, et comment ça pèse sur la taille totale. La cardinalité, c'est tout simplement le nombre d'occurrences des distinctes valeurs qu'on peut avoir dans une colonne. Donc là, je prends le sales order number, c'est le nombre, les numéros de commande. Bien évidemment, sur cette table de faits, je vais en avoir pas mal avec une cardinalité assez élevée. Tu as des félicitations, Mohamed, pour ton schéma et tes explications. Par contre, il te reste 4 minutes à peu près. Voilà, pour terminer. Okay. Du coup, la cardinalité, elle est hyper importante. En gros, plus j'ai de cardinalité élevée, plus mon modèle va prendre de la place, tout simplement. Vous voyez, la colonne qui prend le plus de place dans le modèle, elle est là, elle fait un méga. Et vous voyez, c'est presque la moitié en fait de toute la table. Et après, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de colonne? Généralement, ces colonnes-là, le numéro de ticket, par exemple, de caisse, l'ID de la transaction, du mouvement de stock, le numéro de l'écriture comptable, je ne sais pas, hein, mais je dis ça juste comme ça pour dire, ces colonnes, pensez énormément à les virer si vous n'en avez pas besoin. Parce que, vous voyez, ça prend quasiment la moitié de la taille, en fait, de votre modèle. D'accord? Donc ici, vous avez l'encoding. Hein. Là, j'ai du hash. Vous pouvez avoir aussi value. Value, c'est quand le moteur décide de ne pas encoder, transformer les valeurs initiales. En fait, hein. Généralement, quand vous avez des entiers, il reste sur du value, il n'encode pas. D'accord? Donc ici, on va le voir. Je lance rapidement mon Geometrix. Oui, il est là. Donc là, j'ai la même chose par la suite au niveau avec une vue vraiment dédiée colonne, sachant qu'ici, je peux atteindre les colonnes et après, j'aurai l'agrégation au niveau de la table. D'accord? Et les relations, parce que les relations, oui, ça prend de la place également. Les partitions, là, j'ai qu'une seule partition partout, une seule partition par table. Je n'ai pas partitionné. Par exemple, si vous faites de la mise à jour incrémentale en premium,
bien sûr, il utilise les partitions et vous verrez le nombre de partitions. Vous avez les segments aussi par table. Les segments, c'est quoi? C'est des segments de 1 million de lignes, c'est-à-dire quand le storage engine stocke les données du modèle tabulaire, il les stocke par segment. Pourquoi? Pour favoriser le parallélisme. D'accord? Et les segments, comme je viens de le dire, c'est 1 million de lignes pour Power BI. Dans SSAS ou Azure AS, c'est 8 millions de lignes. Pour faire simple, si vous avez dans Power BI, par exemple, ou dans Azure AS, par exemple, on est sur un des segments de 8 millions de lignes, si vous avez moins de 8 millions de lignes, ça ne sert à rien de mettre plus de processeurs, hein, vous voyez. Donc, il va rien paralléliser. Et après, vous avez une vue globale avec la taille totale de votre data model, dernière mise à jour, etc. C'est un niveau de compatibilité dont parlait tout à l'heure Paul, le nombre de tables totales, le nombre de colonnes. Je vais passer rapidement pour finir sur la partie query métrique. Et je pense, en termes de temps, je ne sais pas si je vais avoir du temps pour dérouler mon exemple que j'ai préparé. Les server time trace. Oui, il te reste juste 1 minute. Ouais, ok. Bon, je vais juste expliquer le principe. Je pense que c'est ça qui va servir, tout le monde après pourra jouer avec. Mais sans le principe, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, en gros, quand on balance une requête, là, je ne le schématise pas ici, mais je peux envoyer du MDX ou du DAX. Quand j'envoie du MDX à partir d'un client comme Excel, ça va être transformé, pour faire simple, en DAX. Du coup, ici, je vais avoir un Formula Engine, donc un moteur de formule, qui va interpréter et trouver un plan d'exécution qui va t'envoyer au moteur de stockage. Le moteur de stockage, c'est lui qui s'occupe, comme je disais tout à l'heure, de compresser les données en colonne, etc., etc. Donc, ce qui compte sur le moteur de formule, c'est la fréquence du processeur parce qu'il ne sait pas paralléliser en fait le moteur de formule. Donc, vous pouvez rajouter ce que vous voulez si vous êtes dans SSAS, des processeurs à ce niveau-là, ça ne changera rien, il n'ira pas plus vite. En revanche, il ira plus vite quand vous utilisez un processeur plus rapide avec une fréquence plus élevée. Ici, le nombre de processeurs intervient dans l'équation parce que je vous ai parlé de nombre de segments. Donc, si vous avez par exemple dans SSAS, par exemple, vous avez 8 millions de lignes, là, vous aurez la capacité à utiliser 2 processeurs. Bref, si je vais sur ici mon serveur, donc je vais prendre une petite requête que je peux récupérer ici dans mon DAX. Par exemple, je vais récupérer cette requête ici. Affichage. Allez, analyseur de performance, je démarre et je filtre. En fait, je récupère la requête ici, mais j'aurais pu aussi la récupérer dans DAX Studio parce qu'il y a une petite fonctionnalité qui permet d'activer une trace et capter les requêtes. Vous voyez, donc là, j'ai une requête DAX sur la matrice ici qui a pris 600 millisecondes. D'accord? Je copie la requête, je la balance ici. Hop, hop. J'active le serveur timing, je vire ça et j'exécute. Donc, je vire le cache avant. Donc, je l'ai exécuté. Hop, je vide le cache et j'exécute. C'est bon, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai presque 500 millisecondes. Et là, vous avez toutes les opérations, en fait, qui sont envoyées, d'accord, qui sont envoyées au moteur de stockage. Ici, vous avez le temps total. Là, vous avez le temps qu'a pris le Formula Engine pour interpréter la requête et sortir ce beau plan d'exécution, résumé, bien sûr. Et là, vous avez le temps qu'a pris le Storage Engine, donc pour exécuter votre requête. Donc là, si on commence à regarder, ici, vous voyez, on dirait du SQL. Hein. Ça, c'est juste une schématisation simple du plan d'exécution. Parce que le plan d'exécution, le query plan, il est là. Il est plutôt... Je vais réexécuter. Voilà. Il est compliqué à déchiffrer, mais on peut s'y mettre, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, à ce niveau-là, vous pouvez considérer cette schématisation plus simple en fait, de votre plan d'exécution. Vous voyez, c'est un ensemble d'étapes, d'accord? Il y en a plein, il y a plein de choses qui se répètent. Et là, il faut se poser la question, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Quand vous déroulez juste comme ça, là, il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, il y a quelque chose à optimiser. Donc les 500 la demi-seconde, je peux l'optimiser, je peux passer à moins. Du coup, ce qu'il faut faire, donc il faut revenir sur la query initiale que j'ai récupérée et je vais raisonner par élimination pour savoir quelle est la partie de la requête qui me pose problème. Donc, je vais soit à cause des filtres, soit à cause des mesures, des calculs qui sont utilisés et qui prennent beaucoup de temps. Donc, la peut provenir, par exemple, d'une de ces 3 mesures. Donc, je vais raisonner par élimination, je vais du coup commenter,
et je vais voir si ça change ou pas. Là, j'ai commenté la petite virgule qui pose problème. Il y a encore quelque chose qui manque. Ou pas, d'ailleurs. Non, non, c'est bon. Je refais. Timer. Voilà. Donc là, il actualise. Voilà. Vous voyez, là, je réduis drastiquement le temps. Vous voyez, j'étais à 500 millisecondes. Je suis à 40 millisecondes. Et du coup, je peux comprendre que ça vient de là, en fait. D'accord? Ça vient de là. Ben, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a une petite fonctionnalité très intéressante dans cette logique. C'est de récupérer la formule de calcul de cet indicateur qui me permet de calculer ici le nombre de clients à qui j'ai fait des ventes sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire ici, vous voyez, c'est par mois, par année. J'affiche le nombre de clients, par exemple, pour mai 2006, le nombre de clients à qui j'ai vendu dans les 6 derniers mois par rapport au mois de mai 2006, tout simplement. Donc là, je vais aller sur la fonction ici de mon expression, l'expression de ma mesure, pardon, et je fais un define measure. Du coup, il va me la récupérer ici pour que je puisse la surcharger en fait et l'améliorer. D'accord? Donc, je peux écrire ici, par exemple, j'analyse ma mesure, mon expression, et j'essaye d'isoler le problème. Là, pour vous la faire courte, le problème, c'est le distinct count. En fait, le distinct count, il faut toujours réfléchir à son utilisation. Là, je suis, par exemple, dans ce cas, sur une colonne qui n'est pas cardinalité. Donc, je peux utiliser un itérateur comme SumX pour faire une itération, pour parcourir les distinctes valeurs du customer key. Et à chaque fois, je compte 1 quand je trouve une valeur dans cette table-là. Bref, Je juste vais pour devoir vous faire dire. le timer aussi, pour qu'on passe la main juste Oui. pour Didier ensuite. Ouais. Bah, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, oui, ça donne vraiment, vu que c'est le message aussi dans le chat, ça donne vraiment envie voilà, d'une session dédiée à ça, au plan d'exécution. Alors, Bah, avec on y grand repasse. plaisir, justement, on peut faire tout un meet-up juste dédié à ça. Ouais. Là, c'était juste une première introduction, les différentes fonctionnalités rapidement, comment on peut se servir de l'outil. Et ça va être votre ami, en fait, votre allié sur les problèmes typiquement de lenteur de rapport. Lenteur de rapport, c'est exactement ce que j'ai montré ici. Je pars de mon rapport, j'essaie de récupérer la requête et après l'analyser petit à petit dans DAX Studio. Faites attention au niveau cache, parce que Power BI, côté front, le report, il a aussi son cache. Donc, il y a le cache frontal côté Power BI et le cache côté dataset. Donc, faites attention au cache côté front également. Merci beaucoup à toi. Et effectivement, apprenez, allez-y. On vous propose des outils aujourd'hui. Entraînez-vous, échangez sur les réseaux avec nous là-dessus. Et on va continuer avec un outil alors, qui est peut-être le moins connu de ce qu'on présente aujourd'hui, mais qui va gagner en popularité aujourd'hui. Alors, je te passe la main, Didier, parce qu'on a la chance, et ça, merci à toi d'être dispo aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui a conçu son propre outil. Donc, tu vas nous en parler. Je te laisse la main pour les 25 prochaines minutes. Bonjour à tous, merci Paul et merci au club Power BI de m'accueillir pour cette présentation. Donc je suis Didier Terrien, je suis responsable de la qualité des données dans le groupe Trescal qui est leader mondial dans le domaine de la métrologie. Nous sommes présents sur 22 pays et à ce titre, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des traductions. Je vais vous en montrer un échantillon tout à l'heure. Mes compétences sont à mi-chemin entre l'IT et le métier. J'ai une longue expérience dans Excel et dans la gestion de projet et je suis utilisateur du desktop depuis son apparition. Vous avez quelques liens pour me contacter et vous avez un lien sur mon site internet où vous avez quelques blog posts qui pourraient vous être utiles. Alors, qu'est-ce que Power BI Site Tools? C'est un compagnon pour le desktop qui est destiné à augmenter la productivité des développements de rapports. Donc, vous avez, ça se présente sous une petite fenêtre pour l'instant, ça changera peut-être à l'avenir, avec quelques fonctions dans les menus. Et vous avez donc une page Internet où vous avez la possibilité de télécharger vous avez le lien vers le site GitHub qui héberge l'installation. Et vous avez un maximum d'informations. J'essaye d'enrichir cette page au maximum avec des liens vers le site Microsoft, des liens vers des vidéos, etc.
Quelle est la place de l'outil dans l'offre? SciTools va s'adresser à tous les publics, alors que DAX Studio et Tabular Editor sont plutôt des outils experts, excellents par ailleurs, dont certaines fonctionnalités sont accessibles à tous les publics. Personnellement, je souhaite me focaliser sur la simplicité d'utilisation pour adresser les utilisateurs, qu'ils soient IT ou métier, débutants ou experts. Donc, dans sa version actuelle, j'ai créé une interconnexion entre le desktop et Visual Studio Code. Alors, je suis parti d'un constat, les éditeurs de texte dans Power BI prennent beaucoup de place à l'écran, ils ne permettent pas les recherches, les comparaisons, alors que les utilisateurs du desktop ont un fort besoin de documentation, on retrouve ça sur Internet très souvent, et de leur modèle et des rapports, qu'ils soient débutants ou experts. Donc, vous allez pouvoir, avec Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte, je vais vous le présenter, qui est un éditeur de texte très puissant, vous allez pouvoir documenter vos modèles et vos rapports, faire des recherches, des comparaisons de formules, DAX ou M, faire des sauvegardes et pouvoir faire de la collaboration aussi, à ce stade. Donc, qu'est-ce que Visual Studio Code? C'est un éditeur de texte extrêmement puissant. Il est gratuit, il est très paramétrable et il est très extensible. Donc, via des extensions qu'on télécharge, qui sont des plugins. Pour vous dire, la traduction française est elle-même un plugin. Il y en a plus de 20 000. Et il y en a des très sophistiqués. Vous allez pouvoir faire du requêtage SQL. Vous allez pouvoir gérer Azure aussi dans Visual Studio Code. Vous pouvez même faire du développement dans Visual Studio Code. Donc, dans la page Internet que je vous ai montré au précédent slide, vous avez des détails, plus de détails, et vous avez des liens vers des vidéos dont la dernière qui est assez impressionnante, qui a été présentée à Ignite, à la grand-messe Microsoft. Donc, je vais vous montrer, il y a une démo. Donc, j'ai créé un rapport très, très simple. Vous voyez ici, il y a peu de tables. Vous avez un display folder, vous avez ici une table calculée, un display folder, quelques mesures. Et dans la rubrique External Tools, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône Power BI Site Tools et la fenêtre va s'afficher. Ici, vous avez le numéro du port hein, qui permet de faire le lien avec l'instance SSAS locale, donc avec ce rapport. Ici, vous avez le nom du fichier. Et si vous cliquez ici, vous allez pouvoir copier le numéro de port dans le presse-papier. Alors, la fonction principale à ce jour, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir transférer vos formules DAX et M dans des fichiers, dans une arborescence de fichiers. Et l'outil vous propose d'ouvrir Visual Studio Code. Voilà, donc dans Visual Studio Code, l'outil a créé un répertoire. Il a créé un répertoire dans mes documents, un sous-répertoire de mes documents, et il a créé aussi d'autres sous-répertoires dans lesquels il a placé le code M, par exemple. Ici, j'ai un groupe de requêtes M. Ici, j'ai l'une d'entre elles. Ici, vous avez votre requête, donc avec de la colorisation syntaxique, de l'aide à la saisie. Et puis, vous avez aussi une possibilité de mettre le document en forme. Tout ça, c'est procuré par une extension. Veuillez consulter la page pour voir le nom exact. Je crois qu'il y en a deux qui se ressemblent énormément. Et il y en a une que je préfère à l'autre. Donc, allez voir sur la page. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser vos tables, vos display folders, vos colonnes calculées et vos mesures. Ici, donc, pareil, vous avez de la coloration syntaxique, vous avez une IntelliSense qui est très, très sympa. Et par contre, vous n'avez pas de mise en forme.
et je pourrais procurer la mise en forme via SideTools à l'avenir. Voilà, donc vous allez pouvoir afficher différentes... Ah, j'ai un... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, j'ai eu un ralentissement. Oui, c'est tout bon. On te voit, on t'entend. Voilà, donc vous pouvez afficher différentes formules, vous pouvez aussi les déplacer dans l'écran, vous pouvez créer donc plusieurs lignes, vous allez pouvoir créer plusieurs colonnes de façon très conviviale. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, et ce qui nous manque cruellement dans le desktop, hein, ce sont des recherches. Il y a plusieurs façons de rechercher, c'est très riche, c'est très puissant. Donc le CTRL F qui nous manque dans le desktop. Hein, voilà. Vous avez donc une coloration, vous avez une coloration ici. Vous avez ici la représentation sur l'ensemble du code. Hein, et vous avez ici des éléments qui apparaissent, enfin, toutes les occurrences apparaissent aussi ici dans la barre de défilement. Ça, c'est une première façon de chercher. Une deuxième façon, c'est ici. Vous pouvez faire la même chose dans le volet de gauche. Et vous avez une représentation un petit peu différente. Vous pouvez aussi développer ou réduire les différents éléments. Et vous allez pouvoir l'ouvrir dans l'onglet de droite avec le contexte aussi. Non seulement la recherche, l'instance trouvée, mais l'occurrence trouvée, mais aussi le contexte dans lequel ça se trouve. Et vous pouvez aussi paramétrer sur la droite votre recherche. Donc c'est extrêmement puissant. Moi, personnellement, ça me manque cruellement dans le desktop. Une fois qu'on a fait ceci, vous allez pouvoir aussi, je vais revenir à l'arborescence, je vais réduire ces éléments. Vous allez pouvoir aussi faire des recherches d'autres façons avec des plugins supplémentaires. Vous allez pouvoir aussi visualiser le layout, ce qui s'appelle le layout. Donc, c'est le fichier JSON qui contient votre rapport. Vous pouvez le mettre en forme aussi. Vous avez le fichier qui contient l'ensemble de votre rapport. Donc, c'est un peu obscur pour les débutants. Mais donc, je pouvais fournir ce fichier, je l'ai fourni. C'est pas forcément lisible à ce stade. Par contre, donc, pour le rendre lisible, je peux créer ici des fichiers au format texte. Hein, c'est un CSV avec un séparateur de tabulation. Et ici, avec un plugin, je vais l'afficher sous format tabulaire. Donc, j'ai mes pages, j'ai mes différents types de visuels, ici avec les titres et avec leur visibilité. Donc, la visibilité du visuel et la visibilité du titre. Et j'ai fait ça parce que je me suis aperçu qu'en faisant des copier-coller de pages de rapport vers un autre rapport, je conservais des visuels qui étaient cachés et qui ne me servaient pas. Voilà. Il y aura d'autres possibilités de créer ce genre de table. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir... Alors ici, vous pouvez aussi ajouter des répertoires qui vous sont personnels. Hein. Moi, personnellement, j'ai mis mon rapport dans ce répertoire-là. J'ai mis un fichier Excel et ici des images. Et on peut les afficher aussi dans Visual Studio Code. Donc ici, on a une architecture de type projet qui est bien sympathique parce que on va pouvoir y stocker pas mal de fichiers. Dans les futures versions, vous verrez qu'il y aura d'autres répertoires qui vont apparaître. Ici, avec le bouton Backup, vous allez pouvoir créer un répertoire backup. L'outil a créé un sous-répertoire horodaté. Ça vous permet de conserver vos différentes versions de code. Et maintenant, vous allez pouvoir faire des comparaisons entre vos différentes versions. Donc, je sélectionne, sélectionner pour comparer, ici, comparer avec ce qui est sélectionné.
Et donc, j'ai maintenant une comparaison des deux fichiers qui est dynamique. Donc, je peux modifier mon fichier de la version en cours. Et donc, j'ai une comparaison qui est totalement dynamique. Voilà. Maintenant, donc, ce répertoire est placé dans mes documents, mais à l'avenir, on pourra le placer sur le réseau. Et vous avez bénéficié donc du partage, vous avez bénéficié aussi des sauvegardes, des protections Active Directory. Et donc, ça va vous permettre de collaborer sur ce code. Il y a d'autres façons de collaborer qui sont, d'une part, le plugin GitHub, extrêmement puissant, qui permet de faire du contrôle de code source. Donc, on peut voir toutes les évolutions de code. On peut faire des modifications, les soumettre à l'autorité qui va décider du déploiement ou non. C'est extrêmement puissant. Et on peut aussi utiliser l'extension LiveShare, qui permet d'appeler un ami et de partager cet écran avec des modifications en temps réel, sans passer par Teams, Skype, etc. Dans l'outil, vous avez aussi des fonctions annexes qui permettent d'ouvrir qui permettent d'ouvrir les répertoires dans l'explorateur. Ici, donc vous voyez, c'est simplement une arborescence dans l'explorateur. Vous allez pouvoir aussi l'ouvrir dans VS Code, dans Visual Studio Code. Et si vous faites ceci, vous allez pouvoir faire des recherches entre plusieurs projets, donc entre plusieurs rapports, y compris avec les backups, bien sûr, de ces rapports. Donc, les possibilités sont très grandes. Et ici, vous allez pouvoir ouvrir le répertoire des external tools, qui est un peu obscur. Donc, là, vous l'avez immédiatement à portée de clic. Je relaye une question de Ludovic sur le chat. Je pense qu'elle est intéressante pour tout le monde. Tu as parlé de backup. Ils sont stockés à quel endroit? Est-ce qu'ils sont propres au PBX ou non, c'est vraiment dans l'arborescence que tu montres? Ils sont pas, on les retrouve pas à l'intérieur du PBX en fait. Non, ici, j'ai sauvegardé le PBX. Donc, le répertoire se trouve, je vais peut-être vous le montrer dans l'explorateur. Voilà, donc j'ai créé un répertoire backup, créé un répertoire horodaté, et dans Other Files, j'ai mis mon rapport PBX. Voilà, et tu vas avoir autant de rapports que de backup que tu peux faire, mais tu gagnes en facilité de comparaison de tes différentes versions en fait. Voilà. Alors, je peux pas, je conserve mes rapports, je les sauvegarde. Par contre, je ne peux pas les comparer à ce jour. Mais je peux comparer leurs formules. Merci. Voilà. Donc là, j'étais aux... Ici, vous avez la possibilité de paramétrer le nom des répertoires, si vous voulez les franciser, par exemple. Donc, je vais fermer cette version. Et je vais vous parler des évolutions en cours ou futures. Aujourd'hui, on a deux évolutions qui sont en cours de développement de test. Ce sont des raccourcis vers les fonctions du desktop et export vers Excel préformaté. Donc, Paul, tu as montré tout à l'heure l'analyse in Excel de SQL BI. Ce qui me manque dans cet outil, ce qui va venir dans Analyse in Excel, mais je ne sais pas quand, ce qui me manque, c'est de préformater mes exports Excel, mettant de la couleur, en mettant avec plusieurs tables, et de régénérer le contenu à partir de ma nouvelle version du desktop. Ça devrait apparaître assez rapidement parce que j'en ai besoin. Et les raccourcis vers les fonctions du desktop, par contre, elles sont fonctionnelles, là, aujourd'hui, sur la version de test, parce que j'ai encore quelques ajustements à faire.
Voilà, donc je peux accéder par exemple aux options du desktop. Ah, vous voyez, effet démo, ça ne fonctionne pas. J'ai encore besoin de faire quelques tests. Voilà. Donc, pour accéder aux paramètres aussi, j'ai du mal avec le nouveau menu. Donc, on peut accéder aussi à Power Query. Et puis, on peut aussi afficher l'onglet Bookmark, quelques onglets, de façon simplifiée. Donc ça, c'est une version qui est en cours de test et vous avez vu que ça nécessite encore quelques réglages. Voilà. Donc en ce qui concerne les évolutions pour lesquelles je suis un peu bloqué, je suis limité par l'XMLA endpoint en écriture. Paul nous a expliqué tout à l'heure qu'il y avait quelques limitations. Et dans la page web que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un lien vers la page Microsoft qui en parle. On peut, en écriture, ce qui est supporté, donc ce sont l'écriture des mesures, des groupes de calcul, des perspectives et la gestion des métadonnées, donc les traductions, mais pas exactement si on lit. Donc ça fonctionne, mais pas tout à fait. Voilà. Donc tout ce qui est écriture, moi personnellement, j'ai un petit peu de mal à faire le tri quand je suis en mode développement de mon rapport. Donc pour l'instant, je vais me limiter à ce qui est en lecture. Mais ce qui est prévu, c'est de pouvoir modifier les formules DAX et M dans Visual Studio Code avec les fonctions de formatage automatique. Et puis, pouvoir gérer les traductions en automatique dans l'outil. Moi, ça me manque cruellement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé cet outil. Vous avez une grande partie de mes réflexions sur ce lien, dans ce lien. Et donc, jusqu'ici, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet et j'ai même créé un plugin dans Excel pour pouvoir, en attendant d'avoir quelque chose de plus consistant, j'ai créé un plugin qui permet de faire des traductions automatiques. Alors, je l'ai fait dans Excel parce que, vous voyez, là, je traduis en chinois, mais je ne sais pas valider ces traductions et il faut impérativement les valider, bien sûr. Donc, je vais transmettre ce fichier Excel à un expert en Chine qui va le valider, éventuellement corriger les traductions. Il n'est pas utilisateur Power BI Desktop, mais il connaît très bien Excel et il va pas être choqué par l'outil. Alors que Tabular Editor et même le Translator dont a parlé Paul sont pas très conviviaux, je dirais, à ce jour. Voilà. Il y avait une question aussi sur la documentation. Est-ce que auquel tu as donné les liens vers ton site, est-ce que tu as une documentation qui permettrait à des utilisateurs, là, tu as peut-être sûrement donné envie là, à des personnes de la session de prendre en main l'outil. Est-ce qu'il y a un petit tuto, quelque chose comme ça qui peuvent les aider à commencer à refaire les manipulations que tu as montrées? Non, pas encore. Pas encore, c'est une idée. Ceci dit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire hein, si on veut être suffisamment didactique. Ce que je conseillerais, c'est d'utiliser les librairies qui sont déployées par l'installation de Tabular Editor. Parce que si on utilise celles qui sont téléchargeables dans les packages NuGet, ça génère quelques soucis. Voilà. Après, vous pouvez dans GitHub télécharger les projets DAX Studio Tabular Editor. Ils sont open source et vous pouvez vous en inspirer aussi pour initialiser un développement. Mais c'est une idée, je vais réfléchir pour donner au moins les premiers éléments dans un blog post, peut-être. Ok, très bien. Alors, il te reste peut-être 2 minutes si tu veux conclure, s'il y a une dernière chose à
à partager pour conclure, et puis on passera la main à Aurélie pour le dernier outil. Voilà, j'ai fini, ça tombe bien. Puisqu'on n'a pas le temps d'aborder les questions-réponses. Je t'en donne une peut-être qui est posée juste par Loïc, qui est là dans le chat, où il te demande quel est le traducteur qui est utilisé dans ce que tu as montré dans Excel. C'est Google Translate. D'accord, j'ai pensé à ça aussi. Google Translate, je pourrais l'adapter pour d'autres, pour Bing par exemple, mais bon, ça fonctionne très très bien avec Google Translate. Et une question de Corentin, combien de temps ça t'a pris pour développer cet outil-là en l'état actuel? Quelques semaines. Ok. Quelques semaines, j'ai du mal à compter, disons un mois de développement, un mois total de développement. Mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est aussi de créer les pages web, de créer les blog posts, gérer le site web. Ça prend beaucoup de temps par contre. Du coup, dans quel langage, pour finir avec une dernière question d'Étienne? .NET. Ouais. .NET, c'est C# ou du VB. Merci beaucoup en tout cas, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ton expérience de développeur d'outils de développement. Donc je vous encourage tous à aller sur le site, le GitHub là, de Didier, puis vous exercer avec, remonter éventuellement des nouveaux commentaires sur le Git. Merci beaucoup. Oui. Excuse-moi, n'hésitez pas à soumettre de nouvelles idées. Très intéressant. Merci en tout cas de ta participation. Et puis il nous reste Aurélie avec Power BI Helper. On débordera peut-être juste de 5 minutes. Mais... Oui, je vais reprendre ma main du coup. Je vais partager mon écran. Je vais essayer de faire assez rapidement parce que pour rien vous cacher, j'ai très faim. Hop, alors normalement, toc, ça doit être bon. Partage, c'est parfait. On t'entend bien. Et hop, je remets juste ça. Du coup, sur mon autre écran. Voilà. Toc. Donc, moi, je vais vous parler de BI Helper, mais pour vous spoiler un petit peu, j'aborderai aussi un autre utilitaire à la fin de ma présentation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Aurélie Oliver de la société Micropole. Je voulais remercier Paul et Mohamed du coup de me faire de nouveau confiance pour réintervenir dans le cadre du Meetup. Et merci à vous trois aussi du coup pour ces présentations très riches. Et je suis très contente de voir que je peux encore apprendre plein de choses sur Power BI. Donc c'est cool de voir cette communauté toujours aussi active. Alors, toc. Donc ma présentation elle va se dérouler en 3 étapes. Donc, concrètement, Power BI, qu'est-ce que c'est? D'abord théoriquement, ensuite concrètement, et après j'aborderai un utilisateur qu'on peut mettre en comparaison de Power BI Helper. Donc qu'est-ce que c'est Power BI? Donc c'est un utilitaire qui s'inscrit dans la Power BI Toolbox que vous connaissez peut-être déjà, qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc pour ceux, comme on a quelques nouveaux a priori sur la partie Meetup, on a une page web, donc Power BI Tips, Toolbox, qui vous permet de référencer quelques outils qui sont plutôt utiles. Alors, tous les outils utiles ne sont pas forcément dedans cette page. On en a vu quelques exemples aujourd'hui. Donc, on retrouve Power BI Helper ici, entre autres. Alors, si je reprends, on va faire un petit jeu, le qui est, quelle que soit la génération, je pense que tout le monde se connaît. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ici ? Donc peut-être qu'il y en a là dans le chat. Ah voilà, donc on voit les stars du Meetup, voilà, Reza, c'est ça, de Radakan, en effet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc il a déjà participé à un Meetup Power BI. Voilà, c'est bien, il y a beaucoup qui connaissent. Bon, Mohamed, tu triches un petit peu quand même, tu fais partie de... Et en effet, donc Reza, qui travaille avec Leïla, et donc ils alimentent régulièrement leur page, donc ils font partie du groupe Radacad, et donc c'est sous ce titre-là qu'ils ont mis à disposition donc Power BI Helper. Donc je vous encourage vivement, pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir, consulter leur page, leur site web. Donc vous tapez Radacad ou Reza ou Leïla, vous allez les trouver, ou Power BI Helper, vous allez tomber sur leur page web aussi. Donc il y a plein de posts très intéressants justement. Est-ce qu'ils sont ensemble? Voilà. Du coup,
En bref, Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, donc, un external tool, qui permet donc, de décrire vos rapports, d'analyser vos rapports et surtout de spécifier. En fait, comment j'ai découvert cet outil-là? Pour rien vous cacher, j'adore développer sur Power BI, j'adore faire joujou avec l'outil. Par contre, quand il s'agit de faire de la documentation, je suis extrêmement feignante. Donc, plutôt que de consommer du temps à écrire les différentes formules DAX que je pouvais avoir ou autres, ou expliquer mes visuels, j'ai passé un peu de temps à chercher un outil qui pourrait m'aider à passer moins de temps, en fait, finalement. Et c'est comme ça que Power BI Helper, j'ai commencé à m'y intéresser. Du coup, on va passer plutôt par une petite démo rapide. Alors, Power BI Helper, donc vous l'avez à disposition, donc là, moi, je suis en train de faire des petits jeux, donc je ne l'ai plus ici, mais il va revenir ici au niveau des external tools. Sinon, donc, vous pouvez le télécharger via la page de Radacad. Il suffit de mettre renseigner votre adresse mail, comme ça vous serez au courant après des différents posts mensuels qu'ils peuvent faire, entre autres. Et en fait, il vous envoie juste un petit mail avec le lien de téléchargement de cet utilitaire. Alors, l'interface, voilà, elle ressemble à ça. Donc, c'est vide au départ, c'est normal, pas d'inquiétude. Je vais aller sélectionner l'utilitaire, le rapport Power BI que j'ai envie d'étudier. Donc là, j'ai pris un petit exemple. Donc, je prends celui-ci, par exemple. Et là, on va voir, donc c'est le rapport, donc, il ressemble à ça. Et, il est très light. L'idée, c'est de vous montrer en fait en quoi Power BI Helper peut vous aider. Donc, mon rapport a juste 2 tables, hein, très simple, avec quelques KPI, rien de bien méchant, et quelques visuels avec une seule page. Pas de bookmarks, mais on pourra revenir plus tard dessus. Donc là, il m'a sélectionné, donc j'ai été chercher mon Power BI, mon PBI. Et du coup, donc j'ai une brève description en fait des pages qui composent mon rapport. Donc si elles sont masquées ou pas, j'ai l'information aussi si je le veux. J'ai la liste du coup de tous mes champs utilisés dans des visuels et la liste de mes visuels aussi. Les bookmarks, si j'en ai, j'ai la liste de mes tables et des tables qui ne sont pas utilisées. Donc là, normalement, je dois voir apparaître les champs qui ne sont utilisés dans aucun visuel. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut aller vous connecter via le modèle analysis, donc les modèles analysis, au modèle de votre rapport. Donc il faut que votre rapport soit ouvert, et là par défaut, en fait, il va aller chercher donc, tous les rapports ouverts, et vous pouvez sélectionner si vous en avez plusieurs d'ouverts sur votre desktop. Vous pouvez changer le rapport à observer. Du coup, là, tout bébête, il faut en fait rouvrir le rapport et là, ici, ça marche. Donc, c'est un petit contournement pour que ça fonctionne. Donc, c'est bien indiqué ici en fait qu'il faut aller dans la partie modèle analysis tab pour que ça vous indique du coup les champs qui ne sont pas utilisés. Alors, attention, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, ça porte bien son nom. C'est vraiment les champs qui ne sont utilisés dans aucun visuel. Pourquoi je dis attention? Parce que j'ai dans mon modèle, vous voyez ici, du coup, une autre table qui permet juste d'avoir le taux de change. Et j'ai mon champ date de cette table-là qui ne sert qu'à faire ma jointure. Mais du coup, pour autant, ce champ m'est utile. Il apparaît ici, vous voyez? Donc, il ne faut pas que je le supprime non plus de mon modèle. Donc là, on est vraiment dans une optique d'optimisation du rapport. Et autre petite subtilité, vous voyez ce champ-là, donc DSO, qui paraît ne pas être utilisé. Alors attention, là pareil, ce champ en fait est utilisé, mais uniquement au niveau de la partie filtre du visuel. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Power BI Helper va aller vraiment analyser en fait ce que vous avez dans vos axes, donc dans cette partie-là, le paramétrage du visuel, et non dans la partie filtre des visuels et des filtres de page aussi. Donc faut être vigilant, donc ça vous indique un petit peu où est-ce qu'il faut regarder, mais c'est toujours, voilà, il faut quand même votre œil d'expert. Après, donc, vous avez d'autres informations qui apparaissent sur d'autres
d'autres onglets de Power BI Helper. Donc, vous pouvez aller faire des recherches. Donc, par exemple, vous avez de l'analyse d'impact à faire, vous voulez voir où est-ce que vos champs sont utilisés. Alors, je sais pas. Donc là, pareil, petit bug d'interface, mais rien de bien méchant. Donc là, je revois tout ce qui comporte le mot invoice dans mon rapport. Donc ça m'indique dans quel visuel ça se situe, avec le nom, et au niveau de quel type de visuel ça se situe, et s'il y a une opération d'agrégation qui est faite dessus. J'ai également, donc ça je pourrais vous le montrer avec un autre rapport après, toute l'analyse de mon script M. Donc si par exemple j'ouvre un autre qui est un petit peu plus... hop, on va dire celui-ci par exemple, hop, M, alors pardon, c'est là qui, je ne l'ai pas ouvert, fichier, ouvrir, voilà, celui-ci par exemple. Je retourne sur Power BI Helper. Tac, il faut le temps que ça s'ouvre. Voilà, tac. Et là, normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on reviendra après, c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'ai l'exhaustivité en fait de toutes les étapes M, donc, le langage en fait qui est derrière Power Query est écrit ici. En effet, donc, je vois, il y a beaucoup de chevauchements entre les différents outils, mais on verra du coup comment ils peuvent se compléter. Vous avez aussi une description en fait hiérarchique de tous les éléments qu'il y a dans votre rapport. Donc celui-là, pour rien vous cacher, je ne m'en sers pas forcément. Ce qui m'intéresse, alors je vais juste resélectionner du coup mon rapport pour la démo. Hop, voilà. Hop, je resélectionne ici mon outil. Tac, voilà. Donc le modèle analysis, lui aussi, est intéressant dans le cadre de l'optimisation de votre rapport. Ça va vous permettre de visualiser en fait quels sont les... par exemple, vous avez des mesures qui appellent d'autres mesures. Donc des hiérarchies en fait, enfin ce ne sont pas des hiérarchies mais des dépendances entre vos mesures. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez le voir justement, donc là j'ai une mesure sum et balance, et donc je vois ici, en fait elle est appelée du coup dans KPI with other. Donc à l'inverse, si je vais sur KPI with other, du coup je vois tout ce qui compose en fait cette mesure. Donc elle va Power BI Helper va tout analyser. Donc, elle vous indiquer quelle est la table, sont les tables appelées, ainsi que les colonnes et autres mesures appelées. Ça vous donne aussi un statut, donc ça peut arriver que voilà, on va un peu vite, on fait des tests aussi fin de journée, et puis on ferme le rapport et on n'a pas fait gaffe qu'on avait créé une mesure qui finalement ne fonctionne pas. Donc là, vous allez avoir ici un statut, et donc ça m'indique en effet que cette mesure-là, qui est au KPI, que j'avais appelé avant, il y a un souci, donc ne peut pas marcher. Et après, donc, ça va étudier, vous donner des informations sur vous allez retrouver en effet des informations que Mohamed a pu montrer dans le DAX Studio. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Donc les tables qui peuvent être masquées aussi, donc vous avez la totalité de la description, et là aussi vous pouvez encore faire des recherches pour une analyse d'impact ou autre, ou tout simplement comprendre notre modèle. Vous avez des recommandations aussi au niveau de la modélisation. Donc il va analyser toutes vos jointures et vous faire des propositions d'optimisation. Donc automatiquement, dès que vous avez la propagation des fils dans les deux sens, il va le mettre en avant pour vous dire attention, ça va être coûteux au niveau de votre modèle. Et enfin, donc là, c'est toute la partie DM, mais là, ça vous a déjà été présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez une nouveauté qui est apparue dernièrement, c'est la comparaison. Donc si on reprend un peu ce que Didier a présenté, donc c'est pas aussi puissant que ce que Didier a mis en place, parce que en fait, ça va être, c'est pas de la comparaison en live. Donc si je veux faire, voilà, j'ai un rapport en cours d'évolution, donc ce serait plutôt au niveau, si on prend l'exemple, c'était au niveau du langage M que c'était puissant pour l'utilitaire de Didier, mais là vous pouvez le faire au niveau des visuels. Voir qu'est-ce que vous allez supprimer, ajouter. Donc là, en l'occurrence, c'est dans la nouvelle version, on a plus de visuels. Donc ça peut être pratique pour ne serait-ce aussi que voir les différences pour quelqu'un qui reprend quelque chose que vous avez développé. Alors, en quoi ça m'aide pour la documentation?
Parce que je peux aller décider d'exporter, en fait, donc là c'est assez light, donc je l'avais fait avant, au format web, en fait, tout ça. Donc là je le remplace, toc toc toc, ok, donc ça me génère une petite page HTML qui est ici, tac, donc c'est pas hyper sexy. Par contre, c'est que tout peut être copié, collé dans un Excel, dans un Google Sheet, dans ce que vous voulez. Et moi, ça m'évite de taper ça dans un Word ou autre. J'ai juste à faire CTRL-C, CTRL-V. Alors, juste petit point important, ça encourage encore plus à décrire vos colonnes. Donc ici, en fait, plus vous allez avoir de descriptions au sein de votre Power BI, plus la documentation exportée ici sera puissante et intéressante du coup pour vous. Vous aurez moins de choses. Donc là, en fait, quand on met aucune description, forcément, donc ça paraît un peu vide. Mais par contre, du coup, si vous décrivez tous vos champs, et ben, ça se retrouvera ici. Et donc, moins d'opérations manuelles à faire derrière. Il y a un autre onglet sur lequel je ne me suis pas attardée parce que depuis peu, on peut aller, grâce à Power BI Helper, voir le détail de notre tenante Power BI. Si vous êtes administrateur, donc là moi c'est pas le cas, que ce soit en clientèle ou même au niveau de ma société, si vous êtes administrateur de votre tenante Power BI, vous pouvez du coup obtenir une description de tous les workspaces que vous avez, des différentes apps que vous avez, de gateways que vous avez en place, des différentes sources que vous avez mis en place, etc. etc. Les data flows, les dashboards. Donc c'est assez puissant. Là malheureusement, moi je peux pas vous le montrer. Par contre, n'hésitez pas, sur la page de Radacad, il donne quelques exemples. Voilà pour ça, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais donc passer au deuxième outil. Toc, toc, toc. Est-ce que ça va déjà sur Power BI Helper? Vous voyez à peu près l'intérêt. C'est assez simple de prise en main. L'avantage, c'est que Radacad continue de le maintenir et de le mettre à jour régulièrement. C'est très clair, ouais, super démo, Aurélie. Et tu as répondu à la question sur la partie service. Ok, super. Bon, bah, super. Bon, je poursuis du coup. Allez, défi, finir avant 14h le tout. Donc, en fouillant un petit peu, parce que je trouvais que ça... Moi, j'étais chagrinée par le fait que Power BI Helper, notamment, m'indique que des champs étaient inutilisés. Donc, dans les visuels, hein, c'est ce qu'ils disent. Mais souvent, en entreprise, on se retrouve avec des modèles de données plutôt complexes, étoffés. Et on va faire des tests, des fois, avec des champs sur nos différentes jointures. Et donc, je voulais avoir des infos sur mon modèle de données Power BI. Donc, on a découvert un nouvel outil, donc Power BI Cleaner Tool. Qu'est-ce que c'est? Power BI Cleaner Tool s'appuie sur DAX Studio. Là, c'est génial. Merci Mohamed de l'avoir présenté juste avant. Donc, il va aller étudier le modèle Vertipack. Donc, je vais venir juste après dessus. Et on va lui mettre en entrée également le template de votre rapport Power BI. Je vais faire la démo live, pas d'inquiétude. Et l'intérêt de cet outil, c'est de répondre à la question, ai-je vraiment besoin de cette colonne ou pourrais-je la supprimer? Mais on va voir que ça étudie un petit peu plus de choses que Power BI Helper. Alors, comment ça s'utilise? Vous avez donc, un Power BI à disposition. Donc, vous pouvez le récupérer sur les internets, sur la page, on vous fournira le lien, pas de problème. Sinon, vous tapez juste... Ah oui, c'est vrai, pardon, il ne faut pas que je l'ouvre comme ça, parce que je travaille sur la version Report Server, on-premise, et du coup, par défaut, c'est la partie Report Server qui s'ouvre. Désolé. Power BI, Cleaner, voilà, tac. Donc... Il y en a plein des outils, oui, en effet, Paul. J'en ai encore découvert ce matin, il faudra qu'on partage. Toc, toc, toc. On pourrait faire 2 ou 3 autres éditions sur les external tools. Donc, vous avez du coup, c'est The BI Account qui a mis à disposition cet outil-là. Donc, en fait, au niveau, pour le faire fonctionner et étudier un de vos rapports. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'en amont, votre rapport que vous voulez étudier,
vous l'enregistriez sous. Hop, donc on va le mettre. Donc là, vous allez le mettre au format PBIT. Enregistrer. Oui. Donc je l'avais déjà fait. Vous mettez une description si vous voulez. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas menti, je suis plutôt feignante. Vous allez indiquer au niveau des paramètres, vous avez 2 paramètres d'entrée en fait, le chemin de votre PBIT et le chemin de votre VPAX. Donc le VPAX, comment on le génère? C'est très simple, comme j'ai déjà du DAX Studio, donc au niveau de mon Power BI, j'ouvre DAX Studio et je vais dire Connect. Hop, Connect, et là, donc, par défaut, donc, il étudie tous les rapports qui sont déjà ouverts. Donc moi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Et j'indique bien sélectionner PBI et SSDT modèle, sélectionnez votre rapport à étudier, Connect. Je ne vais pas tenir mon challenge. Donc, je vais sur la partie avancée et j'exporte les métriques. Donc là, ce qu'il propose, c'est de l'enregistrer au format VPAX. Hop, donc je vais l'enregistrer ici. En fait, vous voyez, je l'avais déjà enregistré. Oui, tac. Et du coup, je retourne au niveau de mon rapport. Et en fait, vous indiquez donc, le chemin du VPAX que vous venez d'exporter et le chemin du coup du PBIT que vous venez d'exporter. Donc là, moi, je l'avais fait sur un autre, donc c'était pas sur celui-ci. Donc j'avais déjà téléchargé. Donc au niveau de l'onglet table, vous allez avoir du coup toutes les colonnes et vous retrouvez des informations que Mohamed vous a présentées. Donc la taille de vos colonnes, donc là c'est pareil, c'est pour faire de l'optimisation. Et vous voyez ici partout où est-ce qu'elles sont utilisées. Donc si jamais vous avez un champ qui n'est utilisé nulle part, et bien du coup ici ce sera vide. Et vous pouvez du coup, vous avez du drill through pour aller vers où est-ce que c'est utilisé directement ou indirectement pour ceux où c'est alimenté. Et vous voyez ici, par rapport à Power BI Helper, la plus-value, c'est que quand c'est utilisé dans une relation, ça apparaît ici. Voilà la force de cet outil. Après, donc, vous avez une page dédiée justement à la partie jointure, vous avez une partie vous avez aussi les hiérarchies qui sont mises en place, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez les propositions de compression. Donc ça rejoint un peu ce que Mohamed a présenté à la fin. Sur justement toujours plus optimiser vos rapports et toutes vos mesures avec le code DAX également. Donc là, on est sur une interface un petit peu plus sympa que Power BI Helper et en plus, c'est au sein de Power BI que c'est fait. Voilà pour le petit tour d'horizon de ces 2 solutions. Donc très rapide, je vous encourage à aller le prendre en main vous-même, vous verrez, c'est assez simple. Je pense du coup avoir fait le tour de ces 2 petits utilitaires. Voilà, il est 14h01, désolé, j'ai dépassé d'1 minute. Est-ce que vous avez des questions? Bah, c'est parfait Aurélie, merci beaucoup. Tu es dans le timing. Je n'ai pas vu de questions sur les dernières parties que tu as présentées. Il y avait eu le service tout à l'heure. Oui. J'ai mis le lien de Power BI Field Finder aussi. Je laisse le lien du GitHub où je déposerai les diapos. Il faut que je rajoute celle de Mohamed. Je déposerai rapidement les diapos sur le GitHub. L'enregistrement vidéo sera sur la chaîne YouTube. Je vais attendre voir s'il y a quelques questions pour toi. Il y a eu une question, et ça peut peut-être être la conclusion, et bon, je peux te la poser Aurélie, parce que toi tu utilises quand même beaucoup toute cette panoplie d'outils. La remarque était de se dire que là on a vu plein d'outils, on a effectivement, comme tu le disais, il y en a encore beaucoup d'autres. On n'utilise pas tout, on a l'impression de se perdre un peu parfois parce que certaines fonctionnalités se recouvrent. Qu'est-ce que tu en penses si tu avais une... Allez, je te laisse la conclusion du meetup. Alors, moi, alors, il y en a dans tous les outils, chacun a une force par rapport à d'autres. Par rapport à mon usage, moi aujourd'hui, mais c'est ultra subjectif en fait. Power BI Helper m'aide parce que je suis plus en mode lab et je dois faire du transfert de connaissances et de la documentation. Donc il me permet de le générer très facilement et en plus il me permet de faire de l'optimisation au quotidien, m'assurer que j'ai pas de colonnes qui servent à rien, m'assurer que je n'ai pas de mesures qui servent à rien non plus et comprendre faire de l'analyse d'impact aussi quand on me demande en phase d'industrialisation, ah bah tiens, est-ce que en fait on pourrait changer ceci ou cela? Et du coup, Power BI Helper répond à 90% de mes interrogations. Mais c'est pas, voilà, c'est dans mon usage. Et en fait, selon chaque usage, on ne va pas utiliser le même utilitaire, à mon sens. Oui. Mais on peut vous encourager à vous faire la main sur ces outils-là, et on aurait presque envie de vous proposer une deuxième session avec justement
peut-être des prolongements sur l'utilisation. Mais vraiment, voilà, on vous a donné un survol. 5 outils aujourd'hui. À vous de jouer maintenant. Et puis, je vous laisse sur l'annonce du meet-up de Guillaume pour le 22 octobre. Le lien d'inscription dans le chat ou sur la page meet-up, comme d'habitude. Merci beaucoup à tous les intervenants, hein, dans l'ordre, Mohamed, Didier et Aurélie. Merci à vous trois. Merci à tous les participants. On a frôlé la centaine. C'était un des records du meet-up. Je coupe l'enregistrement, je le mets sur YouTube d'ici quelques jours. Merci à tous et bon après-midi, bon appétit, si vous n'avez pas le temps de manger encore. À bientôt. Au revoir, Paul, merci. Que vous